Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les réponses à vos questions sur les défunts. Alors, comme la vidéo que j'ai fait sur les guides, vous avez eu énormément de questions. Quand je dis énormément, c'est énormément. Je crois que j'ai reçu pas loin de 150 questions. J'ai essayé de les combiner pour faire en sorte de répondre un peu à toutes, parce qu'il y avait des questions dans le lot qui n'étaient pas exactement les mêmes que celles que notre personne avait posées. Donc du coup, j'ai vraiment essayé de tout rassembler. On est parti parce que la vidéo va être très longue et vous avez de quoi vous occuper. La première question que vous avez été nombreux à poser, c'est comment ça se passe de l'autre côté. Alors, faut savoir que, de ce que j'ai compris, et c'est uniquement le point que je vais vous donner, ça va être mon prisme et seulement mon prisme, avec ce que je connais des contacts défunts que j'ai pu faire, avec ce que je connais de mon métier de médium, et uniquement mon point de vue. Donc ne comparez pas mon point de vue à un autre médium, parce que il n'est pas impossible qu'on n'ait pas le même, tout simplement, parce que pas forcément les mêmes informations, ou peut-être pas forcément le même regard sur la mort, ou des trucs comme ça. La toute première question, donc, c'est comment ça se passe de l'autre côté. Ce que j'ai compris, ou ce que j'ai pu comprendre en tout cas de ce qu'on m'a rapporté de l'autre côté, dès que il passe donc le voile, donc dès que l'âme se sépare du corps, on a ce qu'on appelle donc le cordon d'argent. Vous avez pu le voir notamment dans le dessin animé Hercule. Vous savez, quand les trois sorcières essayent de couper le fil d'argent de Hercule, qui s'illumine de doré, mais par contre, je crois qu'elle coupe celui de Meg, et celui de Meg se coupe en deux, et après, il dépose son âme dans l'espèce de tourbillon là. Eh bien, lorsqu'il y a cette rupture, donc que le fil d'argent est coupé entre le corps et l'âme, l'âme est donc du coup appelée, rappelée, et il y a une évolution de l'autre côté. De ce qu'on m'a montré, il y a des sortes de marches, il y a des sortes d'escaliers, on pourrait dire genre qu'il y a entre 0 et 200 marches, et les premières marches vont être surtout des marches dans lesquelles l'âme, la personne, l'incarnation de la personne dans l'instant T, va reconnecter à tout ce qu'il a pu faire au travers de sa vie. Que ce soit dans le positif, que ce soit dans le négatif, que ce soit au travers des décisions qu'il a prises, bonnes ou mauvaises, que ce soit les actes qu'il a fait, qu'il aurait pu faire, les embrouilles qu'il a pu avoir avec certaines personnes, etc., etc. Dans cette phase de vie, dans cette phase d'escalier en tout cas, dans cette phase de vie après la vie, on est sur quelque chose où finalement l'âme va prendre de plus en plus conscience, parce qu'elle va de plus en plus ouvrir son prisme et pas être focus. Comme vous savez, on est, nous, des fois, en tant qu'humains, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on est borné sur une manière de voir les choses, plutôt que de voir qu'est-ce qui pourrait être la réalité, voire même est-ce que la réalité pourrait être différente de celle que nous, on pense détenir. Eh bien, dans ce processus-là, l'âme va faire ce cheminement petit à petit pour ouvrir sa conscience, et plus elle va ouvrir sa conscience, plus elle va se détacher de sa vie humaine, et donc se détacher des personnes qu'elle a connues durant son existence. Je suis désolée, à chaque fois que je tourne, alors, il y a un avion de chasse et un hélicoptère qui passe au-dessus de la maison. Yes, oui, désolée, à chaque fois. Quand c'est pas la commune qui tond les haies, quand c'est pas le voisin qui fait de la scie sauteuse ou de la tronçonneuse, c'est les avions de chasse et les hélicos. Ensuite, vous m'avez posé la question pourquoi certains restent bloqués. Donc, il faut savoir que certaines âmes restent bloquées pour la simple et bonne raison que il y a au niveau des choses qu'elles ont pu faire qui vont faire en sorte qu'elles ne vont pas pouvoir monter dans la lumière. J'entends par là que, au travers de votre existence, on fait tous des bons choix et des mauvais choix. Quand je parle de mauvais choix, je parle de très, très, très mauvais choix. De type le genre de choix que lorsqu'on les fait parce qu'on est humain, on finit enfermé parmi quatre murs avec des barreaux sur les fenêtres. Ce type de choix a un impact tout particulier au niveau de l'âme et au niveau de l'apprentissage de cette âme. Il y a des âmes qui ont des morts qui sont brutales et violentes, et qui par conséquent ne se rendent pas forcément toujours compte qu'ils sont décédés. Et lorsque il y a eu une incarnation qui a été compliquée, voire très compliquée,
parce que beaucoup de gravité, beaucoup de violence, et soit qu'on a subi, soit qu'on a fait subir, forcément, il y a des répercussions. Il y a des âmes qui n'arrivent pas à partir parce qu'elles sont trop attachées au matériel, trop attachées à la maison qu'ils ont mis leur vie à bâtir, trop attachées à cette bague qui leur rappelle leur femme qui est toujours sur terre, etc., etc. Donc, il y a des âmes qui restent bloquées et il est très difficile de s'en déloger parce que c'est une autre question que vous m'avez posée aussi, c'est est-ce que du coup toutes les âmes vont dans la lumière? Non. Toutes les âmes ne vont pas dans la lumière, puisqu'en fonction de ce que vous aurez accompli sur Terre, eh bien, vous n'aurez pas le même accueil. La notion d'enfer ou de paradis, elle est très, elle est très biblique, mais à la fois, de ce que j'ai compris encore une fois, elle n'est pas tant erronée quand on pose la question à l'autre côté. Il n'y a pas vraiment de notion d'ombre, mais il y a une notion de pièce noire qui est partielle. J'ai rencontré des âmes qui m'ont dit de suite que lorsqu'elles étaient parties, elles ont été accueillies par les membres de leur famille, donc leurs défunts sont venus les récupérer. Leur guide a ensuite pris le relais, qui leur a expliqué voilà qu'ils étaient décédés, que ci, que ça, que truc, et vers quoi ils devaient aller. Et il y a d'autres âmes, notamment des personnes qui sont parties parce qu'elles ont mis fin à leur jour, qui, elles, se sont retrouvées dans des pièces noires. Des pièces noires dans lesquelles il n'y avait pas de lumière, dans lesquelles elles étaient toutes seules et dans lesquelles elles étaient apeurées. J'ai eu la sensation qu'elles restaient dans cet espace-là un temps, parce que il avait fallu qu'au travers de cet espace-là, elles comprennent quelque chose de leur acte, et elles comprennent du coup quelque chose de ce qui a été leur vie. Et de ce que j'ai cru comprendre, cet espace-là n'est pas que pour les personnes qui mettent fin à leur jour, mais c'est similaire pour les personnes qui ont fait beaucoup de mal aux personnes, avec notamment, donc on ne pourra pas dire les mots sur YouTube, mais vous voyez où je veux en venir, hein, les personnes qui suppriment d'autres personnes, les personnes qui font la couleur violette à d'autres personnes, etc., etc., ne sont pas des personnes qui vont être accueillies bras ouverts de l'autre côté, contrairement voilà, aux autres qui vont être accueillis par les membres de leur famille et qui vont être accueillis. Il y a certaines personnes, vous avez peut-être déjà entendu ça, qui disent qu'ils ont été accueillis genre par des chants, vous savez, très comme dans les églises, des trucs très doux, très le truc qui te porte, qui t'amène. J'ai même des défunts qui m'ont dit, moi j'ai été accueilli par des chants et il y avait même un pavé de fleurs, vraiment un parterre de fleurs, quoi, un pavé fleuri, des trucs avec des petites dalles de pierre et des petites fleurs, etc. Et il y a beaucoup de défunts qui m'ont décrit cette sensation d'être appelés par des espèces de... pas de l'opéra, mais un chant doux, comme un chant un peu de sirène, un truc qui est vraiment hyper doux et sur lequel, bah voilà, il y a une espèce de parterre de fleurs ou un pavé un peu fleuri pour aller vers une sorte de lumière accompagnée de leur défunt. Donc ça, c'est la question qui fait un peu peur parce que je pense qu'en tant qu'humain, on n'a pas forcément toujours notion de ce qu'on accomplit dans le bien comme dans le mal. Je pense qu'on est là parce qu'on doit expérimenter quelque chose. Bien évidemment, on a des âmes qui font bien plus de mal que d'autres, hein, on est d'accord, mais je pense qu'au travers de notre incarnation, bah, on est tous un peu bourreaux, malgré nous. Même quand on essaye de faire le bien au maximum, il y a forcément des personnes qu'on blesse. Bien évidemment, on les blesse pas autant que ce que je vous ai cité avant, mais voilà, il y a une notion il y a une notion de douceur quand même pour les âmes qui auront été plus douces, plus dans l'amour, plus dans la bonté, etc., etc. Si vous êtes une âme qui critique beaucoup, qui jalouse beaucoup, des trucs comme ça, pas d'inquiétude, ce n'est pas parce que vous êtes indirectement malheureux et que vous critiquez beaucoup ou vous avez tendance à peut-être toujours vous plaindre ou toujours rechigner ou des trucs comme ça, c'est pas grave, c'est des émotions que vous vivez, que vous exprimez au travers de remarques que vous pouvez faire. Et on sait qu'en fait, c'est pas quelque chose qui vous fait aller du mauvais côté de la force.
c'est vraiment en faisant des actes qu'on considère barbares et que l'on considère aussi également comme violents. En sachant que il y a, parce que c'est une question à laquelle je réponds avant même que vous me posiez la question, qu'est-ce qu'on fait des militaires, qu'est-ce qu'on fait des gendarmes, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui finalement tuent des milliers de personnes au travers voilà, de leur métier, parce que c'est leur métier que de défendre le pays ou défendre certaines personnes, et que parfois ils sont amenés à commettre ces actes-là. Eh bien, il y a une sorte de clémence lorsqu'il s'agit de ta vie ou la personne en face. Donc, pareil, si vous avez dû indirectement passer par une épreuve de ce type-là parce que vous vous êtes défendu, eh bien, il y a une clémence qui est offerte plutôt que si vous faisiez l'acte avec énormément de barbarie. La question qu'on m'a posée aussi, c'est comment être sûr qu'ils sont montés dans la lumière. Faut savoir que, à part un médium qui vous dit que la personne est montée dans la lumière, vous ne pourrez jamais réellement le savoir. J'entends par là que lorsque la personne est dans la lumière, c'est que elle incarne l'événement de paix. Il y a des personnes qui montent dans la lumière dès le départ, puisque, comme je vous disais, il y a cette espèce d'escalier. La paix est là, c'est la première étape. Il y a des personnes qui accèdent directement à la lumière dès le départ, ce qui est le cas de, je dirais 90% des personnes que j'accompagne moi. Mais il y a des personnes qui ne sont pas en paix parce que soit elles n'ont pas fait la paix, soit parce qu'elles ont fait des actes qu'elles regrettent, ou parce qu'il y a des choses auxquelles elles sont encore trop attachées au niveau matériel et qu'elles ont du mal à les lâcher. Admettons, par exemple, quand on fait les vidéos react sur toutes les visites de châteaux, etc., il y a beaucoup d'âmes errantes pour la simple et bonne raison que le mode de vie à l'époque était totalement différent du mode de vie que nous on a aujourd'hui. Et par exemple, imaginez juste si vous demain vous vous étiez battu pour récupérer un château qui vous appartient de droit, mais qu'on vous a pris. Et vous avez passé toute votre vie à récupérer ce château qui appartient à votre famille, qui est un héritage familial, eh bien, vous auriez pas envie de le laisser château. Parce que il y a les souvenirs, il y a la vie, il y a le fait de s'être battu toute sa vie pour récupérer ce château, cet héritage. Et parfois, quand il y a des choses comme ça, qui du coup sont des choses compliquées parce que c'est vraiment c'est pas que ça a été l'entièreté de la vie de la personne, mais presque en fait. Donc, ils ont du mal à quitter les lieux et ils ont du mal à se dire que le château peut appartenir à quelqu'un d'autre que à eux ou que à leur descendance. Donc, est-ce que ils montent tous dans la lumière? La réponse est non. La majorité des âmes, oui, mais il y a des âmes qui ne montent pas. Soit parce qu'elles ne le veulent pas, et c'est pour ça que des fois, quand il y a des personnes qui me disent « Oui, mais je suis passeuse d'âme, l'âme, elle veut partir », non, pas forcément, pas toujours en tout cas. Des fois, ils n'y arrivent pas, mais des fois, ils ne le veulent pas, et lorsqu'ils ne le veulent pas, eh bien, on ne peut rien faire, passeur d'âme ou pas passeur d'âme. Ensuite, on m'a posé la question, alors celle-ci, elle m'a beaucoup fait sourire. On m'a posé la question « Comment développer les contacts défunts et comment développer sa médiumnité ?» Alors, vous voyez venir à ma tête là, j'ai fait un podcast là-dessus sur contact défunt, dons ou capacités. Il faut savoir que le New Age vous fait entendre qu'on est tous quelque part médiums. Sur le papier, c'est vrai, puisque toutes les âmes ont incarné la médiumnité au travers d'au moins une incarnation. Dans les faits et dans la réalité des choses, ce n'est absolument pas la même chose, puisque si demain on était tous médiums sur la planète Terre et si on était tous des guérisseurs, eh bien quoi ? Eh bien on serait plus à l'aide les uns aux autres. On n'aurait plus besoin d'aller demander l'aide aux voisins, il n'y aurait plus de communication humaine et donc il n'y aurait plus d'échange et donc pas d'amour. Donc, il y a des personnes qui ont des capacités parce qu'elles sont là pour expérimenter ces capacités-là. Lorsqu'on donne des dons de médiumnité, lorsqu'on donne des dons de guérison, lorsqu'on donne des dons de voyance à des personnes,
c'est parce que là-haut, ils savent que la personne a une destinée particulière à accomplir dans ce domaine-là. J'entends par là que si demain, vous dites oui, mais moi j'adorerais être médium, pourquoi ? Pose-toi la question, pourquoi tu as envie d'être médium ? Est-ce que tu as juste envie d'être médium pour papoter un peu avec un défunt qui fait partie de ta famille et qui te manque, et avec qui tu aimerais avoir un contact, avec qui tu aimerais juste être rassuré ? Ou est-ce que c'est plus loin et plus profond que ça ? Parce que la différence, elle est là. C'est-à-dire que les personnes à qui on donne le don et la capacité de médiumnité profonde et réelle, eh bien, c'est des personnes qui doivent être vues. C'est des personnes qui, comme moi, font des conférences où il y a 200, 300 personnes qui viennent. C'est des personnes qu'on consulte pour donner des messages. Et c'est pas genre juste par ego, les personnes veulent développer ce truc-là parce que ça leur plairait d'intéresser 3 copains en disant « Ah ouais, alors il y a ta tante Janine qui te transmet le message à une soirée ». Les personnes qui reçoivent ce don, c'est parce qu'elles doivent en faire quelque chose. Mais qu'importe le don, hein. Là on parle plutôt de don spirituel parce qu'on est en train de parler de médiumnité, mais on ne peut techniquement pas sur le papier développer de la médiumnité si on n'est pas fait pour ça. Vous allez pouvoir développer votre intuition qui va faire que vous allez possiblement plus ou mieux les capter, pas les voir, juste mieux les ressentir. Vous pouvez développer votre clair nasal, pardon, votre clair du pif. Le clair olfactif, c'est un des clairs qui fonctionne le plus chez toutes les personnes que moi j'ai contactées. C'est pour ça qu'elles m'ont contacté. C'est qu'elles m'ont dit, j'ai senti le parfum de ma grand-mère, j'ai senti l'odeur du cigare de mon père, etc., etc. C'est le clair qui est le plus développé chez l'humain de manière générale. Vous savez, quand on était petit, ce truc quand t'es dans la cour de récréation à 10h, tu fais ce midi on mange de la purée avec ça. Il y a même des haricots verts avec, et vu l'odeur qu'il y a, je pense qu'il y a de la quiche en entrée. Vous voyez ce que je veux dire ? Les personnes qui sont capables de faire ça, là, quand vous aviez entre 10 et 15 ans, c'est des personnes chez qui le clair olfactif a le plus de possibilités de se développer. Il faut savoir que donc tout le monde ne peut pas développer un clair médiumnique, tout le monde ne peut pas être médium, parce qu'il faut avoir certaines prédispositions à l'être, et il faut qu'indirectement ça soit inscrit dans votre contrat d'âme. Il y a des chemins de vie, il y a des personnes qui sont plus aptes à être dans ce métier-là. Parfois, l'humain a envie de l'être parce qu'il trouve ça extraordinaire, c'est pas explicable, c'est un truc un peu fantasque. Mais je vous assure que lorsqu'on y est, c'est pas la même sauce. Parce que vous avez des défunts qui viennent vous voir tout le temps, que vous soyez aux toilettes, que vous soyez dans un moment intime avec votre partenaire, que vous soyez sous la douche, qu'il y ait du monde autour de vous ou pas, ils sont là. Tout le temps. Et parfois, ils vous parlent tout le temps. Et des fois, ils vous parlent toute la nuit, alors que vous essayez de taper votre meilleure nuit. Et parfois, vous voyez des trucs, genre comme les Ryuk, je vous en ai déjà parlé sur les lives YouTube. Voir des Ryuk, faut être prêt à voir des trucs qui ressemblent à des Ryuk. Je sais qu'il y a certains médiums qui les appellent les détraqueurs. Moi, je les appelle des Ryuk parce que ça me fait penser à Ryuk dans Death Note. Mais faut être prêt. Et en fait, faut aussi vous poser la question de savoir pourquoi, indirectement, soit pas que vous n'avez pas ce don-là, parce qu'il y a possiblement des personnes à qui je suis en train de parler qui l'ont ce don, mais qu'est-ce que vous voulez en faire ? Réellement, et posez-vous réellement et profondément la question. Pas oui, je m'en servirais, voilà, pas un peu genre si tu devais faire une prière, qu'est-ce que tu ferais comme prière ? Je prierais pour la paix dans le monde. Non, réellement, demain, si tu t'intéresses à ça et que tu te poses la question, que tu pouvais avoir un vœu que tu exaucerais avec une lampe magique, quel serait ton vœu ? Tu prierais pas pour la paix dans le monde. Non mais vraiment, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Donc, je rappelle, je suis pas là pour... je suis pas là pour être gentil, d'accord ? Mais il y a cette notion d'être honnête avec soi. Donc posez-vous la question, pourquoi vouloir développer cette capacité-là, ce don ? Vous avez la possibilité de développer votre intuition, et c'est déjà très bien parce que vous pouvez percevoir. Vous ne pouvez pas forcément recevoir tous les messages, ou en tout cas pas directement, mais il y a le fait de s'interroger là-dessus. Donc pour moi, on ne peut pas développer une capacité médiumnique, on est médium ou on ne l'est pas. Par contre, vous pouvez affiner votre intuition.
Pour affiner votre intuition, ça va être déjà réussir à travailler sur vos blessures, travailler sur, comment dire, vous mettez, je sais pas, une balle sous des verres en plastique, et vous dites, ok, la balle elle est là-dessous. Intuitivement, c'est quoi le premier truc? Bam, 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 celle-là. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, hier soir on a regardé Stop the Train de la vidéo de Squeezie, et à un moment donné ils sont dans un wagon où c'est un peu au pifomètre, ils appuient sur des boutons. Et je dis à mon chéri, je dis le éliminatoire c'est le 4. Et ça a pas loupé, le éliminatoire c'est le 4. Parce que on m'avait donné l'information en clairvoyance. Vous, avec votre intuition, vous pouvez aussi avoir cette information-là. Vous avez la possibilité, voilà, de dire, bah, le 4, je le ressens pas comme positif. Mais celui-là, c'est ok, vous voyez. Et c'est en travaillant sur des petits trucs comme ça. Vous prenez 3 cartes, une avec un soleil, une avec une croix, une avec un rond, et vous dites à votre intuition, ok, on cherche la carte avec le soleil. Et vous voyez, ok, intuitivement, la carte avec le soleil tout à gauche. Vous voyez, vous posez votre main au-dessus. Vous allez peut-être sentir un peu plus de chaleur, ou un courant d'air, ou des picotements. Ça va être des petits trucs comme ça. Et soit, encore une fois, vous l'avez à la naissance et tout est fluide et tout est simple et facile, soit vous avez besoin de le développer, mais encore une fois, essayez de comprendre pourquoi vous tenez à développer cette capacité-là. Qu'est-ce que vous en feriez? Ensuite, on m'a posé la question de la réincarnation. Cette question-là, elle est incroyable parce que... Alors attendez, parce que je mets des petites coches pour être sûr de ce à quoi je vous ai répondu et pas, pour pas louper une seule question. La réincarnation. Alors, attention, je risque d'avoir des propos qui puissent être un peu agressifs. La meuf, elle met un warning. Alors... Il y a énormément de médiums qui vont vous dire oui, nanana, ta grand-mère s'est réincarnée dans la petite fille que tu attendras dans ton ventre là courant de l'année. C'est peu probable. Voilà, je pose ça là, c'est très peu probable. En fait, si vous voulez, le cycle de l'incarnation et de la réincarnation, le cycle des 200 marches à monter, c'est à peu près 100 ans. On estime que, par exemple, en généalogie, donc il faut savoir que pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi mon métier, je suis médium, mais je travaille surtout dans les mémoires cellulaires karmiques et transgénérationnelles. Il faut savoir que dans une lignée, on part du principe que on peut avoir la possibilité d'avoir sur le dos les 7 lignées qu'on a au-dessus de la tronche. On estime que une génération, c'est 100 ans. La réincarnation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on estime qu'en moyenne, les personnes mettent 100 ans à se réincarner. Pourquoi? Parce que, au travers de la montée d'escalier, ils peuvent mettre plus ou moins de temps. Je vais essayer de vous faire un beau dessin pour essayer de vous faire comprendre. Je vous ai déjà fait ce dessin-là, sur Instagram. Je vais pas faire 200 marches parce que vous vous en doutez, c'est un peu long. Mais je vais le simplifier. Vous voyez, ici, donc on a notre petit escalier avec nos 200 marches. Lorsqu'on décède, on arrive ici. Si vous êtes spirituel, si vous avez fait du développement personnel, si vous avez donc ouvert votre conscience, réellement ouvert votre conscience, je ne parle pas de faussement et dans l'ego, réellement ouvert votre conscience. Lorsque vous décédez, vous n'êtes pas sur donc la marche 0, mais vous êtes par là un peu vers le milieu, peut-être. Un peu au-dessus, un peu en dessous, on s'en fout, il y a 200 marches. Il faut savoir que vous n'atteindrez la réincarnation que lorsque vous arriverez au dernier étage, parce qu'ils estimeront que votre ouverture de conscience est suffisante, que vous êtes suffisamment en paix avec ce que vous avez accompli dans cette incarnation, et ce que vous y avez réalisé, et ce que vous avez surmonté comme épreuve. Plus vous serez dans l'amour, plus vous serez dans la résilience, plus vous serez dans le pardon, plus vous serez dans la bonté d'âme, et plus vous serez haut sur ces marches-là. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais été dans le développement personnel, qui est décédé sans jamais avoir lu un livre d'ouverture de conscience ou
trucs qui te permettent de travailler sur toi, eh bien c'est une personne qui aura une vibration plutôt basse. On calcule ça sur l'échelle de Bovis, hein, c'est le taux vibratoire. Il faut savoir que l'humain moyen vibre entre 6000 et 12 000. Les personnes en dessous de 6000, c'est des personnes souvent qui sont dans un taux vibratoire qui est très faible, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vivent un peu en mode survie. Des personnes notamment qui ont une dépression lourde sont des personnes qui peuvent vibrer autour de 6000 parce que elles sont dans un état, on va dire, léthargique un peu tout au long de leur période de dépression et elles n'ont que leurs primaires besoins, donc c'est-à-dire que à part manger, dormir, boire, aller aux toilettes, le reste, c'est un luxe. Donc ces personnes-là, elles vibrent très très bas. Plus vous vous élevez en conscience, plus vous montez en grade et plus vous allez monter en vibration. Quelqu'un qui commence à être dans la spiritualité, il commence à y être à partir de 15 000. La plupart des gens avec qui je travaille quotidiennement sont des personnes qui sont déjà éveillées. Ma clientèle, en moyenne, elle va être entre 30 000 et 90 000 en termes de vibration. Évidemment, plus on est élevé, plus on est dans un apaisement, plus on est dans une tolérance, on est dans une bienveillance, plus on est dans l'amour, dans la bonté d'âme, et on arrive à passer au-delà de certaines choses, et c'est là qu'on le voit, c'est parce que on a une tolérance à certaines choses que l'humain moyen n'a pas. Ça peut être difficile de l'expliquer parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient pas vriller, mais vraiment se dire non mais attends, comment tu peux pardonner ça, comment tu peux pardonner cette personne, putain mais t'as vu ce que lui il t'a fait, etc., etc. Oui, mais au travers de cette relation-là, c'est aussi un apprentissage. Et à partir du moment en fait où on rentre dans cette grande résilience, eh ben on arrive à comprendre que l'humain n'est qu'un humain avec une expérience terrestre et que qu'il fasse le bien ou le mal, c'est l'expérience terrestre et c'est ce que notre âme a à comprendre. Et oui, parfois c'est injuste, c'est comme ça. Et oui, parfois c'est douloureux, c'est comme ça. Et lorsque vous rentrez dans ce système-là, bah forcément, vous vibrez plus haut, donc vous ne commencerez pas au niveau 0, mais vous commencerez plus loin sur cette fameuse échelle. Plus vous avez une ouverture de conscience qui est haute et plus vous pouvez vous réincarner facilement et rapidement. Je vous laisse réfléchir à ça. Donc quand on vous dit oui, machin, nan, genre t'inquiète, ta grand-mère elle se réincarne dans le corps de ta fille future ou truc comme ça, il y a peu de chance. Il y a vraiment très 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 peu de chance. Ensuite, vous m'avez demandé combien de temps après la mort on peut communiquer avec eux. Ça dépend. En moyenne, alors moi j'ai eu des personnes qui m'ont contacté en urgence où la personne venait de décéder. J'ai notamment une amie qui a perdu le papa de sa fille et en fait elle m'a contacté je crois sous les 24-48 heures et j'ai pu rentrer en contact avec la personne et j'ai transmis des messages où elle m'a dit purée merci de me les avoir transmis parce que je ne sais pas comment j'aurais géré l'information si je n'avais pas eu tes messages avant. Faut savoir que lorsque donc comment vous expliquer ça? Lorsque la personne décède, on va dire qu'elle est cliniquement morte hein, pour le commun des mortels, les infirmiers, les médecins, mais le fameux fil d'argent dont je vous parlais au départ n'est pas rompu. Il se détend tout doucement jusqu'à lâcher définitivement genre 2-3 jours après le décès de la personne. C'est souvent là que il y a les crémations, les enterrements, etc. Il y a un dicton qui dit que il ne faut pas faire la crémation de la personne, il faut faire la crémation de la personne minimum 3 jours, 3 nuits après le décès de la personne pour ne pas risquer de brûler l'âme. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vrai, mais quand je prononce cette phrase à voix haute, j'ai quand même la sensation qu'il y a un fond de vérité là-dessus. Donc pour moi, le fil d'argent n'est pas totalement rompu à ce moment-là. Lorsqu'on fait un contact défunt, on a la possibilité donc de parler aux défunts à ce moment-là, lorsqu'ils viennent de partir, parce qu'ils n'ont pas encore entamé ce qu'on appelle la phase de repos.
Passé ces 3 jours, il rentre donc dans cette fameuse phase de repos. La phase de repos, en fonction des personnes et en fonction de la manière dont ils sont partis, peut être plus ou moins longue. En moyenne, c'est entre 3 et 6 mois et ça peut durer jusqu'à 1 an pour les personnes qui ont eu des maladies lourdes, avec des maladies dégénératives, etc., qui a vraiment pris beaucoup d'énergie pour eux. Ils ont besoin d'un temps de repos qui est plus grand. La manière dont moi on me les montre quand je demande un contact défunt avec une personne qui est partie, si elle est ok, on me la montre assise, si elle est pas ok, on me la montre allongée. Et quand elle est allongée, je sais que ça sert à rien, faut que je revienne sonner quelques mois après, quoi. Donc, il y a ce temps il y a ce délai-là qui permet donc, comme je vous le disais, la montée des marches de l'autre côté, en sachant que, encore une fois, je profite de ça pour répondre à une autre question parce que vous m'avez posé aussi la question, alors elle reviendra à un moment donné, mais je la switcherai, en gros, est-ce qu'ils sont toujours conscients de qui ils ont été lorsqu'ils décèdent? Oui, mais que sur un temps. C'est-à-dire que si on reprend notre escalier là, on a du 0 par exemple au 10, on a cette notion de... en fait, chaque marche est une prise de conscience supplémentaire. Donc au départ, la première marche, ils peuvent être toujours dans un ressentiment, ils peuvent être dans des peurs, ils peuvent être en colère, ils peuvent être tristes, ils peuvent être jaloux, etc., etc. Et plus ils montent en prise de conscience, plus ils s'éloignent de qui ils sont pour revenir à un état d'être d'âme. Donc ils réouvrent pleinement la conscience, c'est là qu'ils reprennent conscience de ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait dans des vies antérieures, etc., etc. Donc, pour répondre à la question, voilà, sur combien de temps on peut communiquer avec eux et dans la foulée, donc est-ce que voilà, indirectement ils savent toujours qui ils sont? Oui, pendant un temps. Est-ce qu'ils sont heureux? Certains oui, d'autres pas. Malheureusement, encore une fois, en fonction de la manière dont ils partent, la manière dont ils voient comment on pense à eux, etc., etc., eh bien, ça peut être un peu compliqué pour certains, surtout dans ce petit palier de 0 à 10 marches. Évidemment, 0 à 200, c'est voilà, l'échelle est un peu plus ou moins grande, mais vous comprenez le concept. Est-ce que les défunts viennent nous voir dans nos rêves pour communiquer des messages? Oui, et un très grand oui. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous n'êtes pas en mesure de les voir ou de les sentir ou de comprendre les messages qu'ils peuvent transmettre, eh bien ils vont passer par des messages alors des fois très directs et des fois très imagés. J'entends par là que il y a une dame je crois que c'était en 2000, ça devait être en 2017. Je sais plus si c'était 2017 ou 2019. Il y a une dame sur un groupe sur lequel j'étais à l'époque sur Facebook, quand je possédais encore Facebook, qui avait posé une question en disant voilà, j'ai eu la sensation de recevoir le message d'un défunt parce que mes parents sont partis dans un accident de voiture. Et dans mon rêve, j'ai rêvé que ma petite fille s'était blessée, qu'elle était écorchée au genou. Et il y avait mon papa qui lui mettait un sparadrap sur le genou. Ma maman qui disait « T'inquiète pas, ça va aller, c'est rien de grave ». Elle rassurait un peu tout le monde. Et quand j'ai regardé dans le ciel, il y avait le numéro 3. Et elle mettait comme message « Je ne comprends pas vraiment en fait ce que je dois comprendre de ce rêve-là ». Est-ce que c'est un message de mes parents ou est-ce que c'est mon inconscient qui cherche, en générant ce rêve-là, un message? C'est un message direct de ses parents. Pour la simple et bonne raison que le papa et la maman, au travers du s'occuper de la petite fille qui s'est blessée, c'est pour dire on prend soin de vous en fait. On prend soin de toi, mais on prend aussi soin d'elle. On prend soin de votre famille. Le numéro 3 en numérologie, c'est la communication. Et là, c'était un big nuage dans le ciel, un big numéro 3 dans le ciel. Donc en fait, encore une fois, je le rappelle, le subtil, c'est subtil. Et quand on cherche pas forcément loin, on se dit bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? On comprend rien du tout. On comprend rien. C'est quoi, numéro 3 dans le ciel? Elle a mis un pansement sur le genou de ma fille. Et, ouais.
Mais il y a une subtilité derrière, il y a un message derrière, il y a une compréhension derrière, et donc les défunts aiment beaucoup passer par les rêves, puisque ils vous permettent d'être dans un état de conscience dans lequel vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui s'y passe, vous interroger. Pourquoi j'ai rêvé de mon père, mon grand-père, ma tante, machin, nan, c'est bizarre. Dans mon rêve, elle me disait de faire attention à la voiture rouge sur le rond-point de machin. Bah, indirectement, c'est parce qu'elle vous fait une mise en garde en vous disant attention parce qu'il pourrait y avoir une voiture rouge qui pourrait, voilà, peut-être vous accidenter ou faire attention au volant. Ou... Des fois, il y a des subtilités, des fois, il y en a d'autres qui sont très directs, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une pièce blanche, vous allez être face à votre défunt, il va vous parler, et vous êtes là. J'ai pas tout compris, mais d'accord. Donc, ça dépend des défunts, mais globalement, oui, ils aiment bien parce que ça leur permet de transmettre des messages, ça vous permet à vous de les comprendre. Et surtout, ça leur permet de faire de la communication sans vous faire peur. Ensuite, on avait la question, est-ce qu'ils ont le choix de la réincarnation? Eh bien, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas vous répondre parce que pour moi, on n'a pas forcément la possibilité. On est appelé tôt ou tard à aller à la réincarnation, en tout cas si on doit passer par là. Parce qu'il y a des âmes qui sont tellement voilà, dans l'amour, dans la richesse de cœur et d'âme, que je suppose qu'au travers de leur dernière incarnation, elles pourraient derrière passer de âme incarnée à guide. Donc, je ne sais pas si elles ont réellement le choix. Je suppose que non. Mais voilà, je n'ai pas réellement de réponse à cette question. Je suis très honnête avec vous, je vous le dis. Ensuite, on m'a posé la question... Alors, celle-ci m'a fait beaucoup rire. Accrochez-vous. Est-ce qu'ils nous voient? Et est-ce qu'ils sont limités dans ce qu'ils voient de nous? Notamment lorsqu'on a des pensées, des émotions tristes, ou de la colère, de la rancœur, ou des moments de joie particuliers, et voire même est-ce qu'ils nous voient lorsqu'on a des relations sexuelles ou lorsqu'on est en train de se doucher ou donc de faire des commissions aux toilettes. Celle-ci, elle m'a fait beaucoup rire parce que donc je vous parlais tout à l'heure du taux vibratoire. Il faut savoir que lorsque vous faites quelque chose qui vous met en joie ou qui vous détend, votre taux vibratoire augmente naturellement parce que vous êtes dans un état de lâcher prise et de détente. Lorsque vous êtes dans cet état-là, c'est souvent là où ils estiment qu'ils sont le plus à même de venir vous questionner parce que vous êtes dans la détente. Et comme il n'y a pas de tension, comme le bruit souvent s'apaise, et c'est là que survient la détente, c'est justement parce qu'on abaisse le bruit pour beaucoup de personnes, c'est là qu'ils viennent. Donc, lorsque vous vous douchez, vous êtes pour la plupart dans un état de détente. On se détend de la journée, voilà, on se détend un peu avant d'entamer sa journée ou des trucs comme ça. Donc c'est souvent là qu'ils peuvent venir nous voir. Faut savoir que les relations sexuelles, c'est là où on émet le plus de joie et de bonheur, puisque c'est déjà une fusion de deux âmes. Et lorsque le rapport se passe bien, on émane un truc d'amour qui est incroyable. Donc souvent, il se rapplique à ce moment-là. J'ai des anecdotes à ce propos. Je pense que mon chéri s'en souvient encore. Donc, oui. Puis quand vous les voyez qui sont à côté de votre lit, qui vous regardent et que d'un coup d'un seul, vous tournez la tête, c'est une ambiance comme une autre. Hein. Puis des fois, on a le réflexe de rabattre la couette et on se dit « Putain, on est con, ça sert à rien ». Voilà, ça vous donne une petite idée de la réponse. Et ensuite, donc on m'a posé la question de savoir si voilà, est-ce qu'ils voyaient quand on était triste ou qu'on avait des émotions positives ou négatives. Je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Mais oui, en fait, quand vous générez ne serait-ce qu'une pensée, eh bien, ça a un impact. Indirectement, ça les appelle. Tout simplement. J'ai une des abonnées qui m'a écrit sous une des dernières vidéos que j'ai faites sur YouTube. Si tu passes par là, je te remercie, tu te reconnaîtras.
Elle m'a écrit que son voisin était décédé, que c'était quelqu'un qui était tout seul et que elle avait eu une pensée pour lui en se disant que bah, c'était quand même hyper triste la manière dont il était décédé, qu'elle trouvait ça hyper triste qu'il ait plus de famille, etc., etc. Et puis d'un coup d'un seul, elle a pris peur parce qu'en fait, elle a vu comme une ombre derrière sa porte d'entrée en regardant, vous savez, par le petit truc de la porte. Et puis, elle a senti l'odeur que le monsieur avait à son départ. Et en fait, elle a eu peur parce que elle s'est dit, oh waouh, ça y est, il se passe un truc qui me plaît pas trop. Et donc, elle m'en a parlé sous un commentaire, sous une vidéo. Et en fait, comme je lui ai expliqué, le fait que possiblement seule elle a une réelle empathie du cœur pour ce monsieur qui est parti et qui n'avait personne, eh bien en fait, l'âme le sait. Il se dit, putain, il y a quelqu'un qui pense à moi. Il y a quelqu'un là qui a de la compassion, qui a de l'amour, qui pense à moi. Et imaginez-vous bien quand vous êtes seul au monde parce que personne ne vous aime ou parce que vous n'avez plus de famille et que vous n'avez pas d'amis non plus. Imaginez juste le bonheur que ça génère dans votre corps, le fait de vous dire qu'au moins une personne sur cette terre a un peu de compassion pour l'humain que vous étiez. Donc, ils savent ce qui se passe dans notre corps, ils savent ce qui se passe dans notre vie, ils ont même un aperçu de ce qui va s'y passer dans le temps, de où est-ce qu'on va être dans le temps. Ils savent si on avait de la colère envers eux, s'il y a de la tristesse, etc., etc. Ils sont au courant. Ensuite, on m'a posé la question pourquoi est-ce qu'on passe, pourquoi les défunts passent plutôt par une médium plutôt que par une autre? Encore une question de vibration. Je vais vous refaire un dessin, excusez-moi. En fait, il faut savoir que on est un peu comme des radios, et donc forcément, il y a des médiums qui ont une puissance qui est plus grande que d'autres médiums. Je vous ai fait un dessin très représentatif, voyez-vous. On a médium 1 et médium 2. Admettons donc la médium 1. Je vais essayer de vous montrer en direct. Admettons la médium 1, elle a une vibration qui est comme ça. Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir capter ce qu'il y a autour d'elle, mais elle sera quand même limitée dans ce qu'elle capte. Et admettons, la deuxième médium, elle est beaucoup plus puissante et elle a une aura de vibration qui capte voilà, ce cercle-là. Donc forcément, cette médium qui a cette possibilité de canalisation captera plus que cette médium qui a cette possibilité de canalisation. C'est une question de vibration, c'est une question, voilà, encore une fois, de travail personnel sur soi, mais aussi bien évidemment de mission d'âme, puisque toutes les médiums ne sont pas prédisposées au même, on va dire à la même destinée, en fait, tout simplement. Genre par exemple, j'ai des amis médiums, quand on parle de conférences et que je leur dis « Oh ouais, c'était trop génial, ma dernière conférence, il y avait 300 personnes. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait pleurer 10 personnes, j'étais un peu tristoune parce que c'est toujours des grands moments en fait quand je vois pleurer des personnes en conférence. Il y a mon ego qui pourrait se dire « Ouais, je suis trop forte », mais c'est pas du tout ce que je me dis. Je me dis « Putain, j'ai qu'une seule envie, c'est qu'en fait la conférence se termine parce que toutes les personnes que je fais pleurer durant mes conférences, je prends un temps pour aller les voir après, pour savoir si tout est ok, voire même elles ont besoin d'un câlin, parce que je suis prête à faire des câlins. Et en fait, j'en parle avec des amis médiums et qui me disent « Mais putain, mais moi, jamais de la vie, jamais de ma vie tout entière, je fais une conférence, jamais de la vie tout entière, je crée une chaîne YouTube comme toi t'as fait, jamais de la vie, je fais ci, ça, 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 ça. » Mais voilà, elles font d'autres choses en fait qui servent indirectement l'humanité et qui servent aussi indirectement les défunts et l'humain au travers de ce qu'elles vont pouvoir mettre en place. On m'a posé la question, est-ce que les défunts décédés, donc il y a plus de genre 1 ou 2 ou 3 siècles, savent qui est leur descendance? Oui, ils le savent. Ils le savent parce que même si, on va dire qu'au bout de 100 ans, leur âme est indirectement libérée, ils ont déjà en fait imaginez 100 ans. Imaginez 100 ans. On va estimer que en moyenne,
comment dire, les parents. Je sais pas à quel âge vous avez eu vos enfants, si vous en avez. Je vais prendre mon cas, j'ai eu ma fille à 25 ans. Donc imaginez, tous les 25 ans, on a un enfant qui naît. Donc ça veut dire que déjà en une génération, tu peux en voir 4 se créer. En sachant que voilà, tu peux mourir à 100 ans comme tu peux aussi décéder genre à 105 ou 110 ans, en moyenne 90. Donc tu vois au moins 3 générations, 4 si t'es un peu chanceux. Donc oui, ils ont une idée de qui est leur descendance parce que en plus de ça, bah voilà, entre le moment où ils arrivent sur la Terre et le moment où ils partent, il se passe encore plus ou moins 100 ans. Donc, ils ont la possibilité de voir les 3-4 générations qui arrivent en plus des 3-4 qu'ils ont eux déjà vus. On m'a posé la question, et j'adore cette question-là, est-ce que les défunts sont comme nous sur la Terre? Est-ce qu'ils ont de l'autre côté des amis et des ennemis? Oui. 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 Oui, parce que ils ont donc des affinités avec certaines personnes. Donc encore une fois, là, je vous parle du créneau, vous savez, dont je vous parlais tout à l'heure. Ce truc du ouverture de conscience, blablabli, blablablou, qui se passe à un moment donné de l'échelle, là. Donc au tout début, ils sont encore très connectés à leur vie humaine, très connectés au matériel de la Terre, très connectés aux vivants qu'ils ont laissés. Donc ils ont forcément des affinités avec certaines personnes. Donc il y a des personnes, quand ils vont arriver de l'autre côté, qui vont être très contents de retrouver, et d'autres qui vont pas être contents de retrouver. Et ils les évitent, comme nous on peut les éviter aussi. Parfois ils les confrontent. Le très très gros avantage, c'est que lorsque la personne de l'autre côté a passé son cheminement de conscience et d'ouverture de conscience, eh bien si elle est décédée et qu'elle a eu le temps de cheminer au travers ça, il n'y aura pas de dispute de l'autre côté. Elle dira à la personne, voilà... tu t'es décédé, j'espère que voilà ça a bien se passer ton cheminement, ou j'en sais rien. Sache que voilà, moi de mon côté j'ai cheminé sur l'embrouille qu'on avait eu. Je n'ai plus de colère, je n'ai plus de tristesse vis-à-vis de toi. La personne qui vient d'arriver, comme elle sera encore dans son ressentiment terrestre, elle sera là en mode ah ouais, bah moi je t'aime toujours pas. Alors que l'autre, elle sera en paix avec. Donc encore une fois, l'évolution, mais oui, oui, il y a des liens d'affinité de l'autre côté. Une autre question qu'on m'a posée, et qui est une question curieuse, mais du coup qui est chouette, c'est est-ce que les âmes de stars qui s'incarnent peuvent à un moment donné avoir des vies un peu plus lambda ou pauvres, ou est-ce qu'elles se réincarnent forcément, genre en star? Il faut savoir qu'on expérimente un peu tout au travers de nos existences, donc elles peuvent se réincarner en star, mais elles peuvent aussi se réincarner dans une vie, on va dire, qui est plus lambda. J'ai appris par les défunts il y a à peu près 6-7 ans que les personnes qui gagnaient au loto, notamment, c'était des personnes qui avaient eu des vies antérieures qui étaient très 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 pauvres, et qu'elles devaient dans cette vie-là justement expérimenter la richesse. Donc voilà, sachez qu'il y a peu de chances que vous gagniez une très grosse somme au loto, surtout si vous n'avez pas eu, on va dire, des vies antérieures un peu pauvres. On m'a posé ensuite la question, est-ce que n'importe quel défunt peut être contacté? Alors, oui et non. J'entends par là que techniquement sur le papier, tous les défunts peuvent être contactés, mais je pense qu'il y a certains médiums qui sont peut-être meilleurs pour contacter certains défunts plus ou moins lointains. Et je pense, alors de mon point de vue en tout cas, je n'ai pas la possibilité de me connecter à n'importe qui. J'entends par là que, admettons, demain, par exemple Johnny Hallyday qui est parti il n'y a pas si longtemps, je ne suis pas sûre de pouvoir réussir à me connecter à Johnny Hallyday. Voilà. Il y a une médium qui est très connue, je sais plus c'est quoi son prénom, Madame Daré, qui a été interviewée sur, je crois, la vidéo de JD par le grand JD, par Julien.
Et en fait, elle disait qu'elle avait réussi à se connecter genre à Victor Hugo ou quelque chose comme ça. Je trouve ça fascinant. Donc, je pense qu'il y a certains médiums qui sont en capacité de le faire. Personnellement, pour moi, on ne peut pas se connecter à tous les défunts. Il y a certains défunts avec qui on a plus de facilité, d'autres avec qui un peu moins. Je suis relativement convaincue qu'on ne peut pas se connecter avec des défunts qui ont des histoires problématiques. J'entends par là que, pour certains qui me suivaient, vous connaissez un peu mon histoire de vie et l'histoire que je vis dans ma famille avec ma fille. Si par exemple demain je suis amenée à rentrer en contact avec quelqu'un qui a mis fin à ses jours et qui était quelqu'un qui aimait très fort les petits-enfants, je ne suis pas sûre d'être en adéquation totale avec mon corps, avec mon être, avec mes corps énergétiques, pour me dire ok, je laisse cette personne-là indirectement pénétrer mon énergie pour me donner les informations. Parce que je pense que je serai en résistance et qu'il n'aura pas accès à mon énergie et que je ne donnerai pas accès à mon énergie. Donc je pense que ça dépend aussi de ça. Par exemple, j'ai une de mes amies qui est médium et qui, elle, a perdu son fils dans un accident de voiture. Elle ne peut pas faire de contact défunt avec des personnes qui sont décédées dans un accident de voiture. Tout simplement. Donc je pense que les histoires de vie ont aussi un impact qui fait que on ne peut pas forcément contacter tout le monde à moins qu'on soit vraiment OK avec cette histoire de vie qui a pu être compliquée à un moment donné. On m'a posé la question, est-ce que c'est dangereux de les appeler pour faire un contact défunt ? J'ai toujours entendu dire qu'il fallait les laisser venir à nous. Je suis très partisane de ça, pour la simple et bonne raison que imaginez les vivants. Vraiment juste, genre, projetez-vous, imaginez les vivants. Imaginez, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui était à votre porte et qui était là toute la journée. Et j'ai un message. Et je peux te parler. Stop. Non. Never. Pas possible. Donc, je fais partie des médiums qui envoient un texto au défunt en disant coucou, il y a machin qui aimerait un message, elle a besoin ou il a besoin d'être rassuré, etc., etc. Et il y a des défunts qui viennent très rapidement. Genre, il n'y a pas si longtemps, j'ai un de mes abonnés qui m'a parlé un peu de son papa. Il m'a dit, voilà, est-ce que tu as moyen, si tu regardes la maison, de me dire un peu ce que tu en penses, etc. Il m'avait pas donné du tout d'informations sur son histoire de vie. Et je lui dis, ah, mais il y a un monsieur, il ressemble à ci, ça. Je dis, ah, mais je dis, ça doit être ton papa, non et là, en fait, il a été choqué. Il m'a dit, quoi? Mais attends. Et donc, je lui ai donné des prénoms, je lui ai donné, enfin voilà, tout un tas de petits trucs où, en fait, il pouvait pas trop se questionner sur la vérité et ou pas du truc parce que c'était véridique, en fait, c'était factuel. Et en fait, c'était un soir, on était en train de parler, il était genre 22h, 23h, et puis son père était là, dans ma piole, à côté de moi, en train de me parler de la pluie et du beau temps, de me transmettre des messages, et lui était là en mode, non mais attends, quoi? Et autant, il y a des défunts, j'envoie des messages en demandant, voilà, un tel ou un tel aimerait avoir des nouvelles, et les défunts ne viennent pas, donc je ne mets pas de couteau sous la gorge aux défunts pour avoir un message. Souvent, j'ai remarqué que dans mon cas, en tout cas, c'est soit ils viennent de suite, soit ils viennent pas du tout. C'est très très rare. Alors parfois ils me disent, là je suis là maintenant, mais j'ai un truc à faire, je repasse quelques temps plus tard. Ça m'est déjà arrivé de faire une transmission où j'étais chez la personne au moment même. La personne est arrivée, il a transmis 5 messages pour me faire comprendre que c'était bien lui et pour valider ça auprès de la personne qui était là. Et je dis, là, il vient de me dire que voilà, il partait, il a des trucs à faire, donc il repasse me voir dans la soirée. Il est repassé à 4h du matin. Donc à 4h du matin, j'étais là avec mon téléphone en train de prendre des notes, en train de dire oui, alors si, et ça, et ça, et ça, et tel livre, et tel truc. Et en fait, j'ai envoyé ça à 4h du matin à la personne qui m'a répondu à 8h en me disant mais c'est un truc de fou. Et en fait, des fois, ils n'ont pas en fait d'espace-temps de l'autre côté.
contrairement à nous. Donc nous, on a des horaires, et je fais partie des médiums qui n'ont pas d'horaire pour les défunts, c'est-à-dire qu'ils peuvent me contacter jour et nuit. J'estime que quand ils sont là, c'est qu'ils ont un message à transmettre. Il y a des médiums qui mettent des horaires, ce que j'entends totalement, hein, parce que voilà, t'as pas envie d'être en train de dormir et d'entendre psst, psst, la moitié de ta nuit. Mais voilà. Voilà. Donc, est-ce que c'est dangereux de les appeler? Non, parce que en soi, ça l'est pas, mais je trouve que c'est pas irrespectueux. Comme je vous disais, c'est vraiment comme s'il y avait un mec qui toquait à votre porte ou qui sonnait à longueur de journée, qui était là, tu peux me répondre, À un moment donné, t'as juste envie de lui en mettre une, de lui claquer la porte au nez et de lui dire, vas-y, ferme-la, même pas, je te réponds. Même pas dans tes rêves les plus fous, je te réponds. On est d'accord, hein. Ensuite, vous m'avez demandé, est-ce que nos animaux voient et ou ressentent les défunts? Oui, pour la plupart, encore plus avec les animaux qui sont blancs notamment, et les chats sont très doués pour les voir. Vous l'avez déjà vu, mon chat noir, j'ai 3 chats à la maison, mais j'ai un chat qui est tout noir. Et Boob, en fait, alors, il s'appelle pas Boob en mode Boob père de sein, hein, il s'appelle Booba à la base. Et je l'ai adopté à la SPA, ils lui ont donné ce prénom-là, j'ai gardé ce prénom-là. Et c'est un chat depuis que je l'ai qui a des habitudes que avec moi, qu'il n'a pas du coup ni avec mon chéri ni avec les enfants et les autres animaux de la famille. Il vient se percher sur mon épaule et il se met, vous savez, en mode suricate comme ça, et il regarde dans des coins. Et en fait, je sais que quand il fait ça, c'est parce que j'ai un défunt qui va pas tarder à se pointer. Allez savoir. Donc oui, il y a des animaux qui clairement voient, d'autres un peu moins, mais globalement, ils ont un peu tous cette faculté. On m'a posé la question aussi, donc pour celles et ceux qui arrivent parfois à rentrer en contact avec eux au travers de supports comme les cartes ou le pendule ou même les baguettes. Vous avez été très nombreux à me poser d'ailleurs la question sur les baguettes de sourcier. Non, je vous tue. Faut savoir que les baguettes de sourcier c'est très fiable, mais faut bien les tenir. Il y a vraiment une position pour les tenir parce que sinon elles peuvent très vite aller de l'avant ou aller de l'arrière. J'ai laissé tomber ma feuille là-bas. Attendez. Je vous mets sur pause et je reprends. C'est reparti. On disait donc du coup, est-ce qu'ils sont bridés dans certaines réponses qu'ils peuvent nous donner? Oui, évidemment. Faut savoir que c'est un peu comme les voyances, c'est-à-dire que on a plusieurs types de profils. Je fais partie des médiums et voyantes à l'ancienne, donc je donne tous les messages qu'on me donne. Qu'ils comportent des problématiques de santé ou qu'ils comportent des problématiques de décès. Je demande toujours au guide à ce que la personne est en mesure de recevoir soit ce qui tombe dans sa session. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mesure d'entendre que il va y avoir telle ou telle problématique dans votre vie, ça ne sortira pas dans votre jeu. Si vous n'êtes pas en mesure d'entendre que votre compagnon ou votre compagne va vous quitter, ça ne sortira pas dans votre jeu. Si vous n'êtes pas en mesure d'entendre que votre patron va vous licencier, ça ne sortira pas dans votre jeu. C'est exactement pareil avec l'autre côté. Il y a certaines cartomanciennes qui choisissent par éthique de ne pas donner ce type de message, ce que j'entends complètement parce que les cartomanciennes font du support de cartes, ce qui n'est pas mon cas, vu que je réponds avec clairaudience et clairvoyance pour la plupart du temps. Lorsque je fais des guidances en privé, je me sers d'un support de cartes pour qu'il y ait quelque chose d'attractif à regarder, mais la plupart des messages sont transmis par clairaudience, clairvoyance, en plus du support des cartes, donc je fais les deux. Mais lorsque je suis en conférence, je réponds comme ça, sans support, et voilà. Donc, ça m'est jamais arrivé en conférence de dire à quelqu'un non, je suis désolée, je peux pas te donner la réponse. J'ai même une dame, une fois, qui est venue, une dame qui avait un cancer et qui m'a demandé si ça allait bien se passer. Et je lui ai dit, je vais poser la question à là-haut pour savoir si je peux te donner la réponse, parce qu'en fonction de la réponse que tu es en mesure ou pas d'entendre, je pourrais ou pas te donner de réponse.
Et je pense que lorsqu'on est dans un cas de figure pareil, c'est pas qu'on apprivoise la mort, vous voyez, mais un peu quand même. Il y a un peu de cette idée-là, en fait. Et l'histoire de cette dame m'a beaucoup touchée. Et donc, quand j'ai posé la question à là-haut, ils m'ont dit non, dis-lui, elle a besoin de l'entendre, en fait. Et elle était trop contente de l'entendre. Et des fois, voilà, il y a des messages un peu plus positifs, un peu plus négatifs. Des fois, il y a des messages bouleversants parce que les personnes n'ont jamais parlé de ça à personne. C'est déjà arrivé, par exemple, dans une conférence, que j'ai une dame qui me pose la question. En fait, c'était compliqué sa relation avec sa maman. Et elle me pose la question, elle me demande comment il est possible d'améliorer ce lien parce qu'elle souffre beaucoup de ce lien un peu brisé. Et je lui dis dès le départ que je vois des choses qui sont pas forcément très très beaux, mais voilà, si elle sent que je vais sur un terrain glissant, qu'elle n'hésite pas à m'interrompre et qu'on en parle un peu plus en privé. Et donc en fait, je lui explique que on me montre qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont défilé dans la vie de sa maman. Donc là, je la vois, elle me fait un oui de la tête. Elle est plusieurs rangs, voilà, derrière là où moi je suis. Et je lui dis, je pense que dans le lot de ces hommes-là, je dis, il y a possiblement 1 ou 2 hommes qui ne se sont pas bien comportés. Je lui dis, je ne suis pas sûre que ce soit directement toi qui ait été impacté, mais je pense que tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû voir. Et là, en fait, la personne s'est mise à pleurer. Et donc, je le vois parce que elle n'est pas proche de moi, cette personne-là, mais je le vois plusieurs rangs plus tard. Et c'est une personne qui a quitté la salle. Et j'ai été la voir après pour savoir si tout était OK pour elle, etc. Et elle m'a dit, écoute, je ne l'ai jamais dit à personne. Je n'ai jamais parlé de ce truc-là. J'en ai jamais parlé à ma mère. J'en ai jamais parlé à ma fratrie. C'est toujours quelque chose que j'ai gardé pour moi. Et en fait, on voyait que c'était un truc qui la rongeait vraiment de l'intérieur. Donc, je pars du principe que les défunts font comme moi, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en mesure d'entendre, ils peuvent vous dire. Lorsque vous n'êtes pas en mesure d'entendre, ils ne vous diront pas. Moi, j'ai une de mes amies qui est médium. Ça fait des années qu'on se tire les cartes et qu'on se fait de la médiumnité l'une envers l'autre. Et en fait, une fois, elle m'a dit ouais, tu vas avoir un accident de voiture, tu vas faire une fausse couche, tu seras à peine mariée que ton mari va te tromper, mais t'inquiète pas, j'allais me marier et elle voyait mon compagnon actuel. Et ce n'est pas la personne avec qui je me suis mariée en 2015. Donc, d'entendre tout ça, j'étais en mesure de l'entendre. Psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, et tout est arrivé, puisque j'ai eu un accident de voiture, j'ai fait une sortie d'autoroute alors que j'étais enceinte de 3 mois. Je me suis endormie au volant et je me suis réveillée, j'étais à 170 sur l'autoroute. J'ai fait effectivement une fausse couche avant l'arrivée de ma fille. Le père de ma fille m'a trompée genre 7 mois après qu'on se soit mariés. Et elle m'a dit donc 6 mois avant que j'allais me marier avec lui, mais que quelqu'un d'autre arriverait par la suite, qu'elle voyait un grand brun avec des cheveux bruns vraiment très longs, genre une grosse beubare, bronzée, genre un peu pas loin de métisse, quoi. Et j'étais là, ok. Et en fait, elle m'a décrit précisément son métier, etc., etc. Et au départ, bah moi, comme j'allais me marier, j'étais là en mode, ok. Eh ben, je vais vous dire que quand je l'ai vu arriver dans ma vie, celui-là, le coco, là, j'étais là en mode, ah ouais, putain, comme elle l'a décrit, tout pareil. Le gars, quoi. Donc voilà, je pense que vos défunts vous préservent de certains messages qui peuvent être donnés parce que si vous n'êtes pas en mesure de les entendre, bah forcément, ça pose problème. Pardon, j'avais un cheveu. On a ensuite donc, alors cette question-là, incroyable. J'ai remercié énormément la personne qui l'a posée sur. C'est une question qui a été posée sur la chaîne YouTube sous le post que j'ai fait, et je remercie infiniment cette personne d'avoir posé cette question puisqu'on m'a dit la survivance de l'apprentissage des souvenirs du langage acquis tout au long d'une vie
Et au cours de toute notre existence ainsi que de nos incarnations, avons-nous la possibilité de s'y reconnecter ou pas? Oui, partiellement. Partiellement et que partiellement. Vous savez, le petit trait qu'on a là, on appelle ça, en fait, vous savez, la marque de l'ange. On dit souvent qu'un ange s'est penché sur notre berceau et nous a fait ça pour faire chut, pour que tout ce qu'on a appris au travers de nos incarnations précédentes soit oublié et qu'on puisse vivre cette incarnation pleinement en étant détaché de ce que nous avons pu vivre dans les précédentes incarnations. Et d'un côté, quand on est hyper curieux de ce qu'on a été ou de ce qu'on a fait, on se dit « Putain, mais c'est de la merde !» Excusez-moi, j'ai mis la feuille par là, ça a peut-être fait du bruit. Sauf qu'en fait, posez-vous la question. Si vous appreniez que vous aviez tué des milliers et des milliers de personnes, que vous aviez agressé des personnes, que vous aviez été bourreau, que vous aviez peut-être été Hitler dans une vie antérieure, comment est-ce que vous le vivriez? Pas bien. Pas bien du tout même. Donc, il y a des choses que l'âme oublie indirectement, partiellement, en tout cas le temps de l'incarnation, pour nous permettre d'être dans un libre arbitre total et de ne pas soit reproduire les mêmes problématiques, soit justement de les transcender en faisant l'inverse. Mais pour nous laisser un choix totalement libre, eh bien, ils choisissent de faire en sorte qu'on ne se souvienne pas. Notre âme et nos mémoires cellulaires se souviennent. C'est pourquoi on a ce que j'appelle moi, dans les accompagnements que je fais, l'appel de l'âme. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, vous avez un appel à faire quelque chose ou à être avec quelqu'un ou à être à un endroit précis, à manger un plat. Vous avez une passion pour un truc de fou que vous n'expliquez pas. Eh bien, c'est l'appel de l'âme. Moi, par exemple, depuis que je suis enfant, mon appel de l'âme, il est vers l'Écosse. Je n'ai jamais pu, encore aujourd'hui, aller en Écosse. Ça fait partie de mes projets de vie, d'aller y faire un tour. J'ai déjà été en Angleterre. J'ai eu des vibrations au niveau du corps et où je me suis dit, ok, on se rapproche de la maison, on n'est pas très loin. Mais c'est pas l'Écosse. Ma fille, quand elle avait 3 ans, elle a volé ma boîte de Posca. Elle a pris le feutre rouge. Elle s'est fait un point ici. Et je l'ai vue danser dans le salon en faisant ça. Et donc ça, c'est pareil. Expliquez-moi comment, à l'âge de 3 ans, elle peut savoir ça. Vraiment, hein, c'est des trucs... ça peut sembler lunaire, en fait, mais... l'âme fait donc ce qu'on moi j'appelle l'appel de l'âme, hein, c'est qu'on a un rappel de ce qu'on a été, d'un endroit où on était bien. Par exemple, quand je suis venue habiter donc dans la région dans laquelle je suis, j'ai vraiment eu un appel de l'âme. J'ai dit donc à mon ex-mari, il faut qu'on aille là-bas. En fait, faut qu'on aille là-bas. Je sais pas pourquoi, mais il faut qu'on aille là-bas. Quand on est arrivé ici, je me suis mise devant un paysage, je me suis effondrée et j'ai dit c'est la maison. C'est la maison. Je ne peux pas être ailleurs. C'est la maison. Et voyez, regardez les émotions que ça me fait là. C'est la maison. Et en fait, dès que je sors de mon département, je rentre dans un état où j'ai l'impression que je ne reviendrai jamais. Et regardez les émotions que ça génère dans mon corps. Rien que de mentionner ça à haute voix. Donc c'est des trucs où, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'appel de l'âme. C'est que votre âme est appelée à aller à un endroit. Et quand j'ai déménagé dans ce coin-là, ma famille m'a regardé un peu en mode d'accord, on habite à 1000 km, pourquoi pas. Mais j'en ai parlé avec mes grands-parents et ils m'ont dit c'est drôle parce que un arrière grand-père est enterré à 20 minutes de là où tu es. Ton arrière grand-mère venait souvent en vacances là où tu habites. Et donc c'est ce qu'on appelle donc soit l'appel de l'âme, soit l'éveil de la lignée. Donc c'est-à-dire que vous devez aller guérir quelque chose que vous avez vécu, soit au niveau de votre âme, donc
karmiques, soit au niveau de vos mémoires cellulaires transgénérationnelles, donc familiales, et plutôt terrestres. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais tomber mon stylo, j'en attrape un autre. On passe sur une petite vache. Il y a cette idée que on ne peut pas se souvenir de qui on a été dans une vie antérieure. On s'en souvient partiellement parce que notre âme est appelée à venir guérir ou transcender certaines expériences de vie. Je pense que c'est plus ou moins douloureux en fonction de certaines choses. J'ai la fille d'une amie qui, quand elle avait 3-4 ans, a dit donc à ma pote, tu sais que je t'ai choisi toi en tant que maman parce que je savais que t'étais gentille et je te trouvais magnifique. Et j'avais besoin d'une maman douce parce que ma dernière maman, elle m'a fait du mal et c'est à cause d'elle que je suis partie. Et quand votre gamine qui a 3-4 ans, qui sait à peine parler ou qui vous dit des mots que vous comprenez que partiellement, et ben en fait, ils peuvent pas l'inventer ces trucs-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut savoir que je vois très rarement mon neveu, puisque, bah, comme vous l'avez possiblement compris, j'habite à 1000 km de là où habite le reste de ma famille. Et mon neveu, depuis qu'il est né, on doit se voir genre une fois par an ou quelque chose comme ça. Et il y a 2-3 ans à peu près, il est pas très grand, hein, il a 6 ans, c'était que la 3e fois qu'il me voyait. Et comme il me voit rarement, bah, quand il était vraiment tout petit, il avait un peu peur parce que bah, il me voyait rarement, il avait du mal à me remettre à chaque fois d'une année à l'autre. Et la 3e ou 4e année qu'il m'a vu, il s'est précipité sur moi avec les larmes aux yeux et il m'a fait « Mon cœur, t'es là, je te retrouve enfin ». Et ma mère m'a regardé en mode « Oula, attendez, parce que là, il y a des trucs ». Et je lui ai dit oui, parce que je pense que lui et moi, on a eu une vie antérieure ensemble et je pense que là, il est en mesure de le reconnaître. Donc il y a des trucs comme ça qui sont pas forcément explicables, qui sont pas forcément faciles à expliquer. Je pense qu'on ne se souvient pas de nos vies antérieures parce que, évidemment, ça ne permettrait pas d'être totalement impartial dans nos décisions, dans nos manières de faire. Imaginez simplement, en fait, si vous savez que dans une vie antérieure, la personne avec qui vous êtes aujourd'hui dans une relation d'amour, c'est quelqu'un qui vous a tué. Voilà, un peu le bordel après, ça, pas ouf. Donc, et puis imaginez aussi, hein, parce que des fois, nos enfants, c'est nos parents, nos enfants, c'est nos maris ou nos femmes, nous sommes les enfants de nos propres enfants, enfin... Imaginez un peu le bordel là-dedans, là, si on devait être impartial dans le choix de nos décisions, ça serait le bordel. Donc, on a la possibilité, encore une fois, par des méditations, par des voyages chamaniques, de faire des retours là-dedans. Moi, c'est ce que je propose en faisant les soins de l'âme, c'est d'aller faire donc ce qu'on appelle des recouvrements d'âme. Je voyage dans vos vies antérieures, en fait, et je vais soulever des problématiques que vous rencontrez encore dans cette vie-là. Parce qu'il y a un nœud en fait sur l'histoire de vie et j'adore ça, je kiffe. Des fois j'ai des clients qui ont des vues partielles et parfois on voit la même chose et ils ressentent des fois de grosses douleurs dans leur corps, mais vous avez la possibilité, encore une fois, Frédéric Barbet fait des méditations sur lesquelles il fait donc de l'hypnose régressive où vous avez la possibilité de vous connecter à vos vies antérieures. On voit pas forcément dès le départ, surtout si on n'est pas habitué à méditer. Il faut quand même se mettre dans un état de conscience ralenti où on ralentit le corps, mais vous avez la possibilité d'y accéder. Je suis pas certaine qu'on puisse reconnecter à son savoir entier parce qu'en même temps, différentes époques, différentes vies indirectement. Donc je suis pas sûre que si par exemple vous avez été inca et que vous parliez le latin ou une langue ancienne morte, je ne suis pas sûre que vous puissiez vous y reconnecter pleinement et vous mettre à parler latin comme ça, bim bam boum en 22 secondes. Peut-être. Je pense qu'il y a des âmes particulièrement intelligentes qui peuvent réussir à le faire. Mais je pense que ça reste rare.
Mais voilà, vous avez au moins la possibilité de vous reconnecter à ces vies antérieures-là pour savoir directement qui vous étiez et ce que vous faisiez dans des vies antérieures. Donc je trouve ça déjà très cool. Ensuite, est-ce que tous les enfants voient les défunts? Non. Il y a certains enfants qui les voient, et ceux qui les voient sont des enfants qui sont déjà prédisposés à être de grands médiums plus tard. Et il y a d'autres enfants qui ne les voient pas. Et au passage, je réponds à une question qu'on m'a également posée qui est en lien avec les enfants. En gros, pourquoi les enfants ont peur des défunts? Alors, plusieurs choses. Déjà d'une, souvent les défunts se présentent de différentes manières selon les personnes. Certains se présentent comme ils sont partis. Je vais vous raconter une anecdote, je pense qu'elle m'en voudra pas si je la raconte. J'ai une de mes meilleures potes qui a une petite fille de 3 ans et cette petite loupiote d'amour a dit à sa mère, écoute, il y a quelqu'un dans la chambre, moi je dors pas quoi. Alors elle lui a pas dit ça comme ça parce qu'elle a 3 ans, mais vous avez compris le bail. Elle m'envoie un message sur WhatsApp et elle me dit, écoute, est-ce que si je te filme la chambre, tu es en mesure de me dire s'il y a quelqu'un dans l'espace? Je lui dis, bah ouais, grave. Et donc elle me fait comme ça avec son téléphone, elle filme la piole vraiment en 360. Et je dis, ah bah oui, je dis là dans le coin, je dis, il y a un monsieur qui a eu un accident de voiture, qui est accidenté, je dis, il a le crâne fendu en deux, avec du sang qui dégouline tout le long là de son front, parce qu'il avait vraiment le crâne fendu en deux. Donc tu m'étonnes que ta petite puce de 3 ans flippe. Et donc elle me dit, ok, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Et donc à distance, je demande au défunt de partir de la pièce. Je lui dis, en gros, je te demande de sortir de la pièce puisque cette petite fille ne pourra pas t'aider. Donc cherche de la lumière auprès de quelqu'un d'autre qui sera en mesure de t'accompagner, de t'aider, de transmettre les messages qu'il y a à transmettre. Et donc, sa petite puce, à ce moment-là, lui dit que le défunt, le monsieur qui a fait boum avec sa voiture, il est parti parce que c'est Popo qui lui a demandé. Donc là, ma pote, elle était là en mode... D'accord. Donc, parfois, les enfants ont accès à des choses c'est pas qu'ils devraient pas les voir, mais les défunts ne se présentent pas toujours de la meilleure des manières. Ils ont la possibilité de se présenter comme ils sont partis, ils ont la possibilité de se présenter plus jeunes, ils ont la possibilité de se représenter, dans un état dans lequel ils ne sont pas reconnaissables. J'entends par là que, admettons, on a, je sais pas, un homme qui est fan de l'Afrique. Il adore l'Afrique, il adore tout ce qui est en lien avec l'Afrique. Il a vécu en Afrique pendant des années et son plus grand regret, c'est de ne pas être né noir, par exemple. On peut avoir un blanc qui se présente noir en tant que défunt, parce qu'il a tellement quelque chose qui est en lien d'amour avec le pays d'Afrique et la communauté noire qu'il va se présenter comme noir. Donc ça peut être déroutant pour le médium qui transmet des messages, parce que des fois, ça m'est déjà arrivé, moi, de transmettre un message comme ça, où je dis, bah là, j'ai une personne de couleur qui se présente, je dis, c'est un grand homme, machin, nan, nan, il est comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, je dis, la personne n'a pas d'accent, et je dis, il me parle quand même de plats très traditionnels français. Et donc là, la personne me dit, purée, mais oui, et alors, elle me demande de demander le prénom. Et quand je demande le prénom au monsieur, le monsieur me dit qu'il s'appelle Jacques. Et je suis là en mode, d'accord, je dis, bah le monsieur s'appelle Jacques. Et en fait, elle me dit, ah, purée, mais oui. Et en fait, là, elle m'explique que c'était un homme qui avait l'habitude de partir beaucoup dans les pays d'Afrique, sur tout le continent africain, parce que il avait un amour pour ce pays-là, il avait un amour pour le safari, pour les éléphants, pour la défense de manière générale de l'ivoire, donc de tous les éléphants, les rhinocéros, vraiment tout le peuple animal africain. Et surtout, il faisait partie d'une association dans laquelle il donnait énormément de choses pour faire en sorte que l'eau et des vivres, ainsi que des écoles, puissent être construits en Afrique.
Et forcément, en fait, quand elle te raconte ça, bah, tu sais pourquoi la personne qui est de base blanche se présente noire. Donc, on peut être un peu biaisé comme ça, parce que bah, parfois la personne ne va pas se présenter telle qu'elle est. Et lorsqu'elle se présente accidentée, forcément, bah, les enfants, ils sont pas hyper en joie du truc. Et ils comprennent pas forcément tout non plus. Voilà. Donc tous les enfants, non, ne voient pas les défunts. Certains ont des prédispositions, d'autres moins. Est-ce qu'ils peuvent déplacer des objets ou nous toucher? Oui. Oui, oui, oui et re-oui. Il faut savoir que la plupart du temps, ils passent par l'électronique parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous savez, hein, comme on parlait tout à l'heure de vibration, comme on émet une vibration, il y a une vibration, il y a un courant électrique, un champ magnétique électrique. C'est pour ça d'ailleurs que dans les explorations que peuvent faire voilà, toutes les personnes qui nous proposent des explorations sur YouTube, elles ont, vous savez, le petit boîtier noir. Elles disent souvent que ça calcule un peu le champ magnétique autour d'eux. Et c'est surtout pour ça d'ailleurs qu'ils éteignent leur téléphone. Mais donc, ça émet voilà, une vibration à ce niveau-là. Et par conséquent, le truc le plus accessible, c'est l'électricité. Et donc, les radios, les lampes... Les lampes, ils arrêtent pas, les lampes. Si vous avez vos loupiottes qui font ça chez vous, qui font fou au plafond, c'est voilà, vous savez, c'est des défunts qui font joujou avec la loupiote. Ça arrive des fois qu'ils allument la radio. Mon grand-père, quand il est parti, a allumé le micro-ondes. Pendant 1 minute 30, le micro-ondes s'est mis à tourner tout seul. Ils ont la possibilité aussi donc de jouer avec voilà alors des fois la radio, si vous avez des radios à l'ancienne, vous savez avec l'aiguille là qui bouge, qui change de station, ils peuvent déplacer les aiguilles pour vous faire entendre des mots précis. Genre admettons, j'en sais rien, ils vont jouer avec le truc, ils vont chercher une fréquence où ils savent qu'il va y avoir quelque chose de diffusé sur la radio à ce moment-là. Et par exemple, vous allez entendre un bout, j'en sais rien, de la chanson de Johnny que je t'aime, et vous allez entendre ça et puis ouf, ça va switcher sur autre chose et ça va jouer du coup une autre musique et vous allez avoir la suite du message. Et donc ça peut être un peu flippant à voir parce qu'on se dit, alors là, je sais pas ce qui se passe dans l'espace, mais il se passe des dingueries. Mais oui, donc c'est possible et ils peuvent bien évidemment voilà, donc déplacer des objets. Mon grand-père avait déplacé une aventurine. J'ai une aventurine genre grosse comme ça dans mon entrée et mon grand-père l'avait déplacée par terre. Elle est à un endroit où personne ne peut y accéder, les chats ne peuvent pas monter, enfin bref, c'est pas possible. Et elle avait été déplacée devant la porte. Je sais que ma mère, quand mon grand-père est parti, il a joué pareil avec la musique. La musique, mes parents ont un poste de radio dans la salle de bain. Ils écoutent la radio le matin en se préparant, etc., etc. Et mon grand-père a allumé la musique et pareil a fait joujou avec la musique. Donc majoritairement du temps, oui, pour tout ce qui est voilà, des connexions comme ça, nous toucher, certains y arrivent, d'autres moins, parce que ça demande une grosse énergie. Ça demande vraiment une on va dire que... Ah, putain, comment vous expliquer ça en gros, ça demande à ce que l'énergie qui est un champ électromagnétique soit plus dense, de manière à ce qu'il puisse rentrer à notre contact. J'entends par là que, par exemple, l'eau, vous voyez, c'est suffisamment dense pour qu'on puisse le sentir au contact de la peau. Le vent aussi. Mais il y a certaines choses plus subtiles, moins. Donc, c'est un peu la densité du truc qui va faire que le défunt arrive à nous toucher ou pas. Et pour qu'il puisse y avoir cette densité, il faut qu'il puisse y avoir de l'énergie. Et souvent, pour y avoir de l'énergie, ils viennent pomper dans notre vitalité à nous. Donc, j'ai toujours mis, moi, le haut là avec ça en disant à la haut, genre, non, on pique pas dans mes vases vitales, en fait,
pour me toucher, mais lorsqu'il y a beaucoup de personnes à un endroit, il y a forcément une émission d'énergie, et donc ils se servent dans cette énergie pour pouvoir parfois rentrer au contact. Il y a une fois un petit garçon qui m'a touché comme ça, il m'a vraiment touché le bras, donc j'ai senti vraiment une caresse sur l'avant-bras. J'étais en train d'écouter une méditation et je l'ai entendu me dire en clairaudience, je peux pas te parler, le son est trop fort. Voilà, c'est le toucher est majoritairement passé par des réseaux électriques qui préfèrent pour transmettre les messages. Ensuite, alors celle-ci, elle m'a fait sourire parce que on m'a posé la question, est-ce que l'humain est conscient de quand il va partir ? Est-ce que le défunt aussi lorsqu'il va dans la lumière? Donc ça revient à ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est que les défunts globalement savent quand ils vont aller dans la lumière parce qu'ils sont en paix. À partir du moment en fait où ils sont en paix avec eux-mêmes, ils vont vers la lumière. S'il y a quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas en paix, ils peuvent pas aller dans la lumière. Et soit ils y vont dans le temps parce qu'ils arrivent à réfléchir à la conséquence du truc qui fait qu'ils sont pas en paix, soit ils n'arrivent pas à s'interroger et du coup ils restent bloqués. Mais est-ce que l'humain est conscient de quand est-ce que lui va partir ? Je pense que lorsqu'on est jeune, pas forcément. On a peut-être une intuition qui nous dit genre, je sais pas, qu'on ne devrait pas prendre la voiture aujourd'hui ou qu'il faut qu'on fasse demi-tour. Vous voyez, un truc un peu cringe du genre. Mais je pense que quand on est sur ces vieux jours, on le sent. Et parce que nos défunts viennent nous chercher et qu'on les voit comme on voit les vivants, on sait qu'on est en train de rendre notre dernier souffle. Donc, c'est à la fois très doux, mais j'entends que voilà, ça peut faire peur. En fait, en fait, la mort fait peur à plein de gens parce que c'est pas le fait de mourir qui nous fait peur. C'est pas le fait de savoir ce qu'il y a de l'autre côté ou ce qu'il n'y a pas. Ou, vous voyez, je pense que ce qui fait peur à une plupart de l'humanité, c'est de se dire que tu vas souffrir dans tes derniers instants de vie. Donc voilà. voilà. On continue. On m'a posé aussi la question, donc combien cela prend de temps pour que eux nous contactent? C'est très rapide. En fait, des fois, vous allez avoir une pensée pour eux et bim bam boum, ils vont être à côté de vous. Et des fois, ils vont prendre un peu plus de temps parce que au travers des escaliers de l'autre côté, ils ont un métier. En fait, ils ont une profession, ils ont comment dire, ils ont un peu un planning à suivre, ils ont des trucs à faire pour aider indirectement l'humanité. Mon neveu, une fois, a dit ça à ma sœur, et ma sœur a un peu flippé d'ailleurs, parce que mon neveu, quand il avait 3-4 ans, il a dit à ma frangine, moi je peux pas rester, hein. J'ai ma femme et mes enfants qui m'attendent là-haut, puis attends, ça fait hyper longtemps que j'ai pas été dans mon boulot, enfin, je vais me faire remonter les bretelles par le patron, quoi. Ma sœur, elle a regardé, elle lui a dit genre, quoi? Attends, quoi? Il dit, bah oui, attends, ma femme et mes enfants, j'ai 2 fils, machin nanan, ma femme, machin nanan. Et elle dit, et pardon, mais tu fais quoi comme métier? Il dit, bah moi je suis rallumeur d'étoiles, donc... Et en fait, ma sœur, au départ, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit genre, non mais rallumeur d'étoiles, genre ça veut dire qu'il y a des âmes qui allument les étoiles dans le ciel. Et je lui dis peut-être, je lui dis, ou peut-être pas, je lui dis parce que les rallumeurs d'étoiles, il y a déjà un temps, c'était les personnes, vous savez, qui allumaient les réverbères à la bougie. Donc, il y a des choses comme ça qu'on n'explique pas forcément, mais voilà, nous on peut rentrer en contact quand on veut avec eux, et eux rentrent en contact quand ils le sont prêts à rentrer en contact avec nous, ou quand ils peuvent en fait, tout simplement. On m'a aussi demandé qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté. J'ai toujours entendu qu'ils étaient très occupés, donc là ça répond un peu à la question que je vous disais. On m'a pas tout expliqué de ça. Ils m'ont pas, en fait ils n'ont pas été hyper précis par rapport à ça. Mais je sais qu'effectivement ils ont des missions et que il y a donc des
chose qui fonctionne pour l'humanité. Je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui, de l'autre côté, se battent pour qu'il y ait de la lumière sur Terre. Donc, c'est des trucs où, bon, toi, en tant qu'humain, t'es là, tu dis, d'accord, vous vous battez pour la lumière sur Terre. C'est des trucs, je pense, qu'on ne peut pas expliquer parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que, à moins qu'ils me disent, ouais, alors, je sais pas, moi j'ai un taf, je suis informaticien, je suis le gars là qui est à l'entrée du paradis et qui consulte l'intégralité des dossiers, savoir si t'as le droit de rentrer ou pas. Là, ça nous semblerait cohérent, vous voyez, mais quand on nous donne d'autres trucs, et je pense que c'est pour ça qu'ils ne mettent pas de mots dessus, c'est parce qu'en fait notre cerveau n'est pas en mesure de l'expliquer parce qu'on ne sait pas ce que c'est, tout simplement. Donc ils sont très flous là-dessus, mais oui, je sais qu'ils ont des métiers, je sais qu'ils expérimentent des choses. Qu'ils contactent aussi beaucoup de vivants et de non-vivants, qui résolvent pas mal de problèmes liés à l'humanité de l'autre côté. Est-ce que l'on peut toujours rentrer en contact avec un défunt qui est parti 10, 15 ou 20 ans plus tôt? Oui, c'est possible, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que plus la personne est partie depuis il y a longtemps, plus elle est élevée sur les marches, moins... Alors, c'est pas que moins elle se souvient de sa vie, mais un peu quand même. Il y a vraiment une idée, vous voyez, de passer à autre chose, encore une fois, parce que ouverture de conscience, etc., etc. Donc, ils se détachent de ce qu'ils ont connu de leur dernière incarnation pour aller vers quelque chose de plus ouvert au monde au niveau de leur conscience. Donc, c'est possible, mais c'est pas forcément tous les jours simple. Et tous les médiums n'en sont pas forcément toujours capables. On m'a aussi posé la question de savoir si les entités et les défunts qui étaient coincés restent-ils toujours coincés, genre toujours et à jamais, j'entends. Pour moi, non, ils ont la possibilité de se débloquer. Encore faut-il qu'ils arrivent à ouvrir leur conscience sur ce qui aujourd'hui est bloquant pour eux. Ou en tout cas accepter de laisser quelque chose qu'ils ont du mal à laisser. Comme je vous disais tout à l'heure, si le gars a lutté toute sa vie pour récupérer un château qui est dans sa famille depuis 400 ans et que, j'en sais rien, il s'est battu contre tout un tas de troupes pour réussir à récupérer son château, son château, il aura un peu de mal à le laisser, vous voyez, parce que c'est son héritage familial. À partir du moment où il aura compris que il est décédé et que qu'il l'est ou qu'il l'est pas, il est entre les mains de ceux qui sont sur Terre et donc du vivant, et qu'il ne peut plus avoir d'impact direct dessus, même s'il adore son château, même s'il souhaite le surveiller, même s'il souhaite qu'on ne change pas trop les choses, etc. Parce que ça, ils aiment pas trop quand on fait des travaux, quand ils sont très 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 attachés à une maison ou à un endroit tel qu'il est, c'est très très dur pour eux de nous voir faire des travaux. Donc, ça peut être un peu compliqué, mais voilà, ils ont la possibilité techniquement de se décoincer, ouais. On m'a ensuite demandé, peuvent-ils apparaître sous des formes de boules lumineuses? Oui, et oui. Boules lumineuses souvent, donc soit bleues, soit blanches, jaune, légères. C'est rare qu'il y ait d'autres couleurs, souvent c'est celles qui sont le plus... c'est celles qu'on voit le plus. On m'a posé la question, comment tu les vois, toi? Alors moi, ça dépend des défunts. Il y a des défunts que je vais voir comme des boules lumineuses, il y a des défunts que je vais voir comme je vois les vivants, il y a des défunts que je vais voir de manière un peu opaque, comme on voit les fantômes dans les films. C'est rare que je les vois... alors, je les ai déjà vus de manière un peu holographique, mais c'est rare que je les vois de manière holographique. Et lorsqu'il y en a un qui se... En fait, j'ai une méta de fonctionnement pour le contact défunt qui est toujours le même. C'est-à-dire que je demande toujours à ce que la personne se présente avec une odeur. Et
quand il y a une odeur, c'est que j'informe mon corps qu'il y a quelqu'un dans l'espace. Et seulement lorsque je dis « Ok, révèle-toi », la personne peut se montrer et là, on commence le dialogue. Pour la simple et bonne raison que j'ai des défunts qui viennent me voir en pleine nuit et que lorsque tu dors à poil dans ton lit, tu n'es pas très à l'aise avec le fait qu'il y ait quelqu'un, un random qui se pose à côté de ton plumard et qui est là et qui attend que tu te lèves pour te questionner. Voire même, quand tu te lèves à poil la nuit pour aller pisser et que tu croises Gérard dans ton couloir qui te regarde et qui dit « Ah, je vous attendais, j'avais un message à transmettre. » Il faut être prêt, hein. C'est pas... Voilà. Donc c'est pour ça souvent que je demande à ce que ça passe par le nez. Et après, j'ouvre le reste des canaux pour que ça passe soit par l'audition, soit par la clairvoyance. Mais ça passe toujours, quoi qu'il arrive, par le clair olfactif. C'est comme ça que je fonctionne. Ils savent qu'il y a des... Alors, tous les défunts ont une odeur, mais il y a forcément des odeurs qui sont un peu plus agréables que d'autres. J'ai eu une fois une mama qui sentait le rougail saucisse, donc pareil quand ça sent à 3-4 heures du matin le rougail saucisse, ou l'œuf bacon, ou voilà le parfum fleuri, c'est cool. Mais j'ai déjà eu un défunt qui s'est présenté et qui sentait le bois brûlé et le gaz. Et en fait, ça, c'est des trucs qui, en tant qu'humains, nous... Surtout quand on a une cheminée, qu'on fonctionne au gaz, c'est des trucs où de suite, ton cerveau, il rentre un peu en alerte et où, en fait, le temps que mon cerveau redescende, de dire « Ok, c'est un défunt qui s'est présenté dans la pièce. » Et en fait, là, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'avais posté sur Instagram un truc en disant genre « Ouais... j'ai eu voilà un monsieur qui s'est présenté et il m'a dit ça. Il avait perdu sa femme et ses enfants dans l'explosion de la maison. Il parlait du fait qu'il avait été à l'hôpital et qu'il avait fini sa vie à l'hôpital parce qu'il avait été vraiment beaucoup brûlé et voilà le stress, l'accident, le truc, le machin. Et en fait, j'ai des personnes de mes abonnés qui m'ont dit « Mais attends, moi, cette histoire-là... ça me parle, j'ai vu ça genre dans le journal local, ça doit être genre dans le département dans lequel tu habites. » Et effectivement, il y avait une maison qui avait explosé au petit matin dans un village pas très très loin de chez moi. Donc voilà. Est-ce qu'on peut toujours avoir un contact défunt si l'âme s'est réincarnée? Alors, ce n'est plus un contact défunt, puisque le défunt n'est plus, mais c'est un contact de l'âme. Vous ne pourrez pas avoir toutes les informations, puisque comme l'âme se sera réincarnée, il y aura en fait une mise à jour système, quoi. Donc forcément, on n'aura pas toutes les infos qu'on veut, parce que le défunt qu'on cherche à contacter ne sera plus identifié sur ce défunt-là, mais sera revenu aura été formaté, on va dire. C'est un peu comme si, j'en sais rien, vous prenez vous, on veut vous contacter vous, sauf que vous avez eu un formatage là, et vous savez plus comment vous appelez, vous savez plus quel âge vous avez, vous savez plus qui sont vos proches, qui vous aimez, qui sont vos enfants, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes bon, qu'est-ce que vous aimez lire, qu'est-ce que vous aimez écouter comme musique. Donc on peut contacter l'âme de la personne, comme moi je le fais en soin de l'âme, où je dialogue avec votre âme, mais les infos ne seront que partielles, parce qu'on ne sera plus avec le défunt, mais on sera en contact de l'âme direct. On m'a ensuite demandé, est-ce qu'ils peuvent nous aider à affronter certaines situations? Oui et non, puisque en fait ils vont être là autour de vous. Je l'ai dit dans la vidéo sur les guides, en fait ils savent que quand il y a des épreuves de vie, ils vont être autour de vous, ils vont vous envelopper d'amour et ils vont ils vont se présenter en fait. Alors évidemment ça dépend du contact que vous avez avec votre défunt, ça dépend de la proximité. Quand vous avez un vrai lien d'amour et conscient, la personne peut être vraiment très enveloppante et vous pouvez sentir une main sur l'épaule ou voilà quelque chose qui vous enveloppe. Globalement, ils sont autour de nous quand il y a des épreuves de vie comme ça. Donc
On peut pas vraiment les solliciter, mais on sait qu'ils sont là, mais en même temps, le subtil, c'est subtil, donc tout le monde ne peut pas forcément ressentir que la personne est là et qu'elle est dans l'amour par rapport à ce qu'on vit. Donc, est-ce qu'ils ont toujours leur identité après la mort? C'est ce que je vous disais, ils l'ont pendant un temps, et puis après, ils la déconstruisent pour être de nouveau pleinement en communion avec l'âme, et puis identifier à ce qu'ils ont incarné dans cette incarnation-là. Ensuite, on m'a posé la question, donc, est-ce que les défunts viennent chercher les vivants avant son départ? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, la dernière question, et pas des moindres, est-ce qu'on peut voir donc des défunts très anciens, genre des personnes du Moyen-Âge ou de 1800, comment c'est possible d'un point de vue espace-temps, si c'est le cas? Alors, moi, je ne vois pas le défunt. Par contre, c'est la mémoire des lieux qui me montre ce qu'il y a eu. J'entends par là que des âmes du Moyen-Âge ou des trucs comme ça, c'est probablement des âmes qui ont déjà transcendé et qui sont déjà réincarnées et autres. Donc ce n'est pas le défunt que je vois, mais la mémoire des murs qui me raconte l'histoire du lieu. Je ne sais pas si vous avez vu le premier react que j'ai fait sur la vidéo de Marie avec Émilie. À un moment donné, je crois qu'elles arrivent dans les combles ou dans un grenier. Et j'explique que je vois une famille noire avec des parents et des enfants. Et ils sont en train de se cacher parce qu'il y a un truc qui est en lien avec l'esclavagisme et qu'il faut pas qu'il soit vu. Et en fait, ça c'est pareil, c'est que c'est pas des défunts précisément que j'ai vus, mais c'est le lieu qui me raconte la mémoire de ce qu'elle a vu passer dans sa maison. Faut savoir que donc on a la mémoire des terrains, la mémoire des murs. Donc par exemple, si demain j'allais, j'en sais rien, sur une plage de Normandie ou genre en Allemagne, dans des camps ou des trucs comme ça, ce seraient des endroits dans lesquels je ne serais absolument pas bien, puisque le terrain me montrerait ce qu'il y a eu et je le verrais de manière très détaillée en voyant des profils de personnes bien précises, des actes qu'il y a eu, etc., etc. Donc voilà, ça fait partie des choses où en fait c'est un peu l'âme du lieu qui vous raconte ce qu'il y a pu avoir sur ce terrain à cet endroit-là et on vous le fait percevoir de la manière dont ça a été. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré répondre à vos questions sur les défunts. Je pense que la vidéo sera très longue parce que je vois qu'on est quasiment à 2 heures de tournage. Donc, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. Et puis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas si jamais il y a un autre sujet que vous aimeriez que je traite comme ça en face cam ou des questions auxquelles je peux répondre. Je mettrai comme d'hab une boîte à questions sur Instagram et sur YouTube. Faut que je prenne vraiment le pli de mettre sur Instagram et sur YouTube. J'ai tendance à la mettre plutôt sur Insta. Mais voilà, je poserai maintenant les questions sur YouTube également. N'hésitez pas si vous avez envie que je traite une vidéo avec un sujet bien précis ou même des types de podcasts bien précis. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Recoucou la compagnie. Alors, je me suis rendu compte pendant le montage de la vidéo que je vous avais beaucoup parlé de cet escalier, ce fameux escalier, vous savez, entre la marche 0 et la marche 200. Mais je me suis dit, en fait, au lieu de faire directement une question qui était ciblée là-dessus, j'ai mis plein de petites bribes. Et donc, pour être sûr que ce soit bien compris par tout le monde, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une sorte de dessin qui répertorie un peu tout ce que j'ai dit au travers de la vidéo par rapport à ce fameux escalier. Donc, si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé de cet escalier, vous savez, où je vous ai dit qu'il y avait 200 marches à peu près. C'est plus ou moins, hein, c'est pas vraiment, voilà, c'est la manière dont je l'ai entendu et dont je l'ai perçu. Alors, mon escalier est dégueulasse, on s'en fout, puisque je fais ça très vite de manière à vous faire comprendre les éléments.
on va pas faire bien évidemment les 200 marches, sinon ça serait très long. Mais on a donc la marche 0 à la 200e marche. À l'entrée ici des marches, on a ce qu'on appelle, vous savez, le fameux tunnel de lumière. C'est le fameux petit truc qu'on voit avant de mourir. Et c'est le fameux portail un peu lumineux, vous savez, dont je vous ai parlé, où les gens parlaient des fameuses dalles qu'il y avait avec les petites fleurs tout autour justement de cet espace-là, sur lequel ils étaient donc accueillis à avancer pour se diriger donc vers cette fameuse lumière. Et alors, je pense qu'ils n'ont pas forcément le choix que d'avancer vers cette direction. Je pense qu'ils n'ont pas la possibilité de faire demi-tour et que si jamais ils doivent faire demi-tour, il y aura quelqu'un qui interviendra pour, on va dire, couper indirectement leur voie. Mais c'est le fameux, vous savez, tunnel de lumière avec les petits chants magnifiques, les petits, j'allais dire les petits oiseaux qui chantent, non, pas du tout, mais c'est le fameux, voilà, le fameux portail tunnel de lumière, le fameux truc où vous voyez la lumière qui rayonne là, et pouf, on passe là-dedans et bim bam boum, tac, on arrive sur le fameux escalier. L'escalier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc de la marche 0 à la marche 200. La marche 200, c'est donc l'étape de la réincarnation. Et on a donc toutes ces petites étapes à passer en amont. C'est long, c'est très long. Il y a 200 marches, hein, c'est vraiment le sport olympique, voilà, le sport olympique. Et je pense donc, comme je vous le disais, qu'entre genre la marche 0 et je dirais genre la marche 10, c'est à ce moment-là que le petit bonhomme, qui a d'abord passé cette magnifique porte de lumière rayonnante là, eh bien, il passe de sa conscience humaine à une plus grande ouverture de conscience au fur et à mesure du coup qu'il avance au travers des marches. En montant et en ouvrant sa conscience, du coup, c'est là qu'il commence à perdre son identité et à se reconnecter totalement à ses connaissances, à l'âme et à tout ce qu'il a pu apprendre au travers de toutes ses vies. Je pense que c'est aussi dans ce créneau-là, là, entre la 10e et, on va dire, je sais pas, la 100e porte, je pense que c'est aussi dans ce créneau-là qu'il a un peu toute sa, comment dire, la réappropriation totale de son âme, parce que c'est à ce moment-là qu'il reconnecte à toute sa connaissance. Donc, on a bien, à un moment donné, la reconnexion à l'âme qui se fait de manière complète et totale, puisqu'on a accès à toutes les connaissances qu'on a eues à un moment donné au travers de nos vies. Entre la 100e et la 200e, je vous avouerai que c'est un peu flou pour moi. Je pense que c'est durant cette période-là que... alors, ici, clairement, hein, pour moi, les marches genre entre 195 et 200, c'est le qu'est-ce qu'on fait dans notre vie d'après, genre le gros questionnement, vous savez, du qu'est-ce qu'on vient chercher dans la réincarnation d'après. Donc on fait un peu la feuille de route pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans l'incarnation qui va suivre, qu'est-ce qu'on vient apprendre et finalement qu'est-ce qui va être important de comprendre pour avancer pour l'étape d'après. Je pense que c'est à peu près ce qui se passe entre la 195e et la 200e marche. Mais voilà, entre la 100e et 200e, je dirais que il y a possiblement un apprentissage, il y a possiblement des retrouvailles, il y a possiblement voilà une forme d'œuvre qui se met en place pour je sais pas, servir l'humanité ou des petits trucs comme ça. Donc il y a une forme de reconnexion totale à soi, à l'univers. Ça se fait par paliers et j'ai compris ça comme ça au fur et à mesure des contacts défunts que j'ai faits, en sachant que les contacts défunts que j'ai faits m'ont beaucoup parlé de cette période-là, entre la marche 0 et la marche... alors je mets la marche 10 parce que voilà, pour le cerveau humain en fait il faut un nombre sur lequel on se calque,
mais ça peut être plus ou ça peut être moins, bien évidemment. Mais il me parlait surtout de cette montée-là, puisque c'est la montée où après, en fait, ils perdent le fil avec ce qu'ils se souviennent de l'humanité. Et c'est là qu'ils redeviennent, entre guillemets, lumière. Donc, voilà, pour les défunts qui ne voient pas le tunnel, donc ne voient pas cette fameuse lumière-là dont je vous parlais dans le portail magique, je pense qu'ils n'ont jamais accès voilà, à ça, au petit tunnel, au petit pavé de fleurs, à la petite musique chant des sirènes qui t'attire doucement vers ce portail lumineux formidable et fabuleux. Et donc, il reste sur Terre, coincé sur Terre. Il reste coincé dans une forme de temporalité, accroché soit au matériel, soit à un événement qu'il n'a pas réussi à transcender. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir réussir à pardonner, se pardonner à soi, mais aussi pardonner à l'autre, réussir à avancer, réussir à tourner la page. Et sans quoi, en fait, on reste bloqué dans une étape de vie qui est compliquée. Ce qui est le cas de peu de personnes, hein, parce que je le rappelle, voilà, il y a quand même 95%, on va dire, des âmes et donc des personnes qui vont vers la lumière et qui passent dans la lumière. Et c'est ça ce truc-là. Hein. Quand on dit est-ce qu'il est passé dans la lumière, on parle de ça, on parle de ce portail-là, le portail lumineux. On dirait presque un œil de Sauron, là. Il manque plus qu'une tour, vous savez, comme ça, là, avec des pics là-haut, là. Mais il y a une vraie... en fait, il y a un vrai questionnement autour de ça, mais majoritairement, les âmes passent dans la lumière. Et il y a le cheminement qu'il y a après. Et donc, je rappelle, pour ne pas passer ce portail lumineux, pour ne pas être dans la lumière, il faut que la personne soit coincée, on va dire, sur Terre. Et par conséquent, elle se retrouve donc dans des strates qui ne sont pas forcément les plus simples. Quand je parle de ces strates-là, je vous disais tout à l'heure donc qu'il y avait des sortes de niveaux. Et si vous voulez, donc on a le niveau, le plan de la Terre. On a donc jusqu'à 7 plans au-dessus de nous. Hein, c'est un peu ce qu'on appelle la montée vers la lumière, en sachant que le portail magique, il est sur la première strate. Donc, ce qui fait que les personnes peuvent descendre dans les couches du dessous, c'est qu'elles n'ont pas eu en fait de moments de bonheur ou qu'elles ont eu une incarnation difficile. Par exemple, celle-ci, là, cette première couche qui est donc du coup un niveau sous la terre, ça va être une couche dans laquelle on va retrouver les personnes notamment qui sont parties parce qu'elles se sont supprimées. Je vais pas noter le mot parce que je sais pas si YouTube sera en mesure de reconnaître. Je vais juste mettre la lettre S. Mais toutes les personnes qui se suppriment finissent à cet endroit-là. Je suppose que c'est indirectement une métaphore lorsqu'elles se retrouvent dans le noir. C'est une métaphore, mais sans trop en être une, je dirais. Ensuite, on a la couche qui est ici, qui est une couche qui est un peu plus violente encore, puisqu'elle est 2 niveaux sous la terre. Et ici, on retrouve toutes les personnes qui ont fait beaucoup de mal, donc les personnes qui ont supprimé d'autres personnes, les personnes qui ont fait la couleur violette à des autres personnes, etc., etc. On est vraiment sur, comment dire, c'est un niveau qui est réservé aux décès violents. Donc, ça va être aussi toutes les personnes qui sont parties d'une agression, on va dire, mortelle, et qui ont eu des morts qui sont violentes. Les personnes qui peuvent aussi se trouver à ce niveau-là, ça peut être les personnes qui sont parties d'un accident de voiture ou d'un accident de vie tout court, et qui ont qui ont un décès qui est tellement violent qu'ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils peuvent être soit ici, soit coincés sur la terre, comme d'autres personnes. Souvent, ils oscillent un peu, entre ces 2 niveaux-là.
Et lorsqu'ils ont réussi à passer la colère de leur accident, que ce soit envers eux ou que ce soit contre la personne qui les a fait partir, eh bien, ils ont accès au moins à ce premier palier. J'ai eu une fois un contact défunt avec un jeune homme de 14 ans qui s'appelait Rémi, qui est arrivé dans ma chambre en hurlant, en disant que voilà, cette connasse avec sa voiture rouge l'avait pas vu et s'était même pas arrêtée, et en fait il ne savait pas qu'il était décédé. C'est moi qui lui ai dit que en fait s'il était là c'est parce qu'il était parti et que voilà qu'il était décédé, Donc le fait d'avoir des prises de conscience comme ça peut permettre à la personne de juste comprendre ce qui lui est arrivé. S'il reste dans l'état de colère, il restera où il est. S'il arrive à transcender cette colère, il passera à une strate suffisante pour aller, enfin supérieure, pour rentrer vers le portail de lumière. En dessous, ici, là, c'est l'endroit où personne n'a envie d'aller, il y a peu de chances que vous y alliez. Vous savez, c'est le truc qu'on catégorise d'enfer. Bon, c'est souvent ce qu'on appelle le bas astral. Alors, il y a des gens qui en ont très peur parce qu'il y a rien de plaisant là-dedans. Et souvent, il y a Belzébuth et ses copains, donc enfin, personne n'a trop envie d'y aller. Je vous rassure, ils sont un peu plus bas, eux. Ils commencent à partir d'ici. Mais en fait, à partir d'ici, on a un peu tout ce qu'on appelle les âmes damnées, qui sont encore supérieures en termes de violence à ce qu'il y a ici. Donc, il y a très peu de chances que vous finissiez là. Parce que même au travers des actes criminels et toutes les choses, on va dire, terribles que vous pourriez faire vivre à quelqu'un, eh bien, malgré tout, n'oubliez pas qu'il s'agit pour certaines personnes d'un contrat d'âme. Pour d'autres, bien évidemment, c'est le libre arbitre. Mais on a pour certaines âmes un contrat d'âme parce que c'est leur apprentissage, parce qu'ils doivent vivre ces choses-là. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que j'ai rien de plus à vous dire. Donc, bah, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment. Et puis, bah, regardez, je vous fais des bisous. Je l'écris comme ça. Et regardez, je fais comme à l'ancienne, avec un genre, un cœur au-dessus du S. Oh, vous vous souvenez quand on écrivait genre big bisou bien baveux quand on était jeune. Vous faisiez pas ça, vous? Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!